Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Le projet de loi sur la transition énergétique, c'est l'un des textes phares de cette session parlementaire. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, en avait présenté les grandes lignes avant l'été. Depuis, il a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale mi-octobre. C'est un texte qui demande à ce qu'il y ait une moindre consommation d'énergie, plus de sobriété, en allant moins vers le nucléaire et plus vers les énergies renouvelables. Ce texte promeut également les initiatives dans les régions, mais surtout, il ne veut pas de l'écologie punitive, il ne veut pas notamment de la fiscalité écologique à l'image de la ministre et aux grandes dames des Verts. Le Sénat s'était penché sur cette question depuis plusieurs mois déjà, organisant des auditions déjà avant l'été. Dernièrement, dans le cadre de la préparation de ce projet de loi, il a continué ses auditions avec notamment celle de Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, dernièrement. Aujourd'hui, la commission du développement durable, présidée par le sénateur centriste Hervé Maurey, continue de se pencher sur cette question avec l'organisation d'une table ronde sur ce thème, regroupant de nombreux think tanks spécialisés. Tout de suite, on prend donc la direction de cette audition. Donc merci à vous d'être là ce matin. Merci à nos invités d'avoir répondu à notre sollicitation. Nous avons voulu, la Commission du développement durable, organiser ce matin cette table ronde avec un certain nombre de représentants des principaux think tank, pour éclairer un petit peu le débat sur la transition énergétique qui va s'ouvrir au Sénat dès la rentrée de janvier, avec l'examen en commission du projet de loi qui sera devant notre commission au mois de janvier et ensuite dans l'hémicycle au mois de février. Donc je le dis pour nos invités, au Sénat, nous avons opté pour une solution différente de celle de l'Assemblée nationale, où à l'Assemblée nationale a été créée une commission spéciale chargée d'examiner le texte. Au Sénat, la solution qui a été retenue, c'est que chacune des deux commissions concernées par le sujet examine une partie du texte. Donc la commission de l'économie, et puis notre commission du développement durable qui va examiner toute la partie transport et mobilité, économie circulaire, risque nucléaire, énergie renouvelable, et puis également tout ce qui concerne les déchets. Et c'est mon voisin de droite, Louis Nègre, qui est, comme vous le savez, le rapporteur de ce projet de loi et qui fait actuellement un très gros travail, puisqu'il en est à je ne sais plus combien de dizaines d'auditions, et lui non plus. Voilà. Mais justement, pour sortir un petit peu le nez du guidon, pour ne pas avoir uniquement une approche technique sur ces sujets, on a pensé que c'était bien de vous écouter. De les écouter et en les écoutant, d'élever le débat, de prendre un petit peu de hauteur et un petit peu de perspective par rapport à tous ces sujets. Donc ce matin sont là, j'arrive pas à lire les noms qui sont sur les chevalets, mais normalement devrait être là Monsieur Géraud Guibert, que j'ai vu, Monsieur Arnaud Gossement, que je vois, qui représente donc la Fabrique écologique, qui a beaucoup travaillé et qui travaille beaucoup sur le rôle des territoires dans la transition énergétique et sur l'articulation justement entre les priorités nationales et les stratégies territoriales. Et comme il ne vous aura pas échappé qu'on est au Sénat, et qu'au Sénat on est particulièrement attaché à tout ce qui concerne les territoires et les collectivités locales, eh bien on sera évidemment très heureux de vous écouter, notamment sur le modèle de décentralisation énergétique que vous appelez de vos vœux. Monsieur Denis Voisin, il est là, qui représente la Fondation Nicolas Hulot. Donc vous avez, je crois, construit une déclaration qui met en avant 5 principes essentiels: la réduction des gaz à effet de serre, la maîtrise de la demande énergétique, le développement des énergies décarbonées, la sortie de la précarité énergétique et l'encouragement à l'innovation. Et donc, on sera heureux de vous entendre pour savoir si, selon vous, le projet de loi permet d'avancer dans ce sens. Et puis, vous aurez certainement aussi des choses à nous dire sur les enjeux de la démocratie écologique dans un contexte où la question de l'acceptabilité des projets est essentielle et parfois même compliquée à obtenir.
Monsieur Jancovici est là, et Monsieur Brice-Maillet également. Donc vous représentez The Shift Project, c'est cela, qui a l'originalité de croiser, je crois, l'expertise scientifique et puis les enjeux économiques. Et vous avez élaboré un certain nombre de scénarios de transition au niveau national et au niveau européen. Vous nous parlerez certainement du projet de cartographie de la transition carbone que vous avez initié dès 2012, du passeport efficacité énergétique, qui est l'outil que vous proposez sur le sujet de la rénovation énergétique, et puis de votre projet de société de financement de la transition énergétique que vous conduisez avec la Fondation Hulot. Enfin, Madame Jourdan et Monsieur Musso, qui sont là-bas, qui travaillent sur la question de la transition énergétique allemande avec la fondation Terra Nova. Et je crois que vous insistez beaucoup sur la dimension européenne de la transition énergétique et sur l'opportunité de relance par l'investissement qu'elle constitue. Voilà, je crois n'avoir oublié personne. Il manque une personne, Terra Nova. Terra Nova Aussi. Très bien. Donc on va peut-être vous donner la parole successivement. Ce qui serait bien, c'est que vous arriviez à maîtriser votre propos liminaire dans un maximum de 10 minutes pour qu'il puisse y avoir ensuite, bien sûr, un débat avec les sénateurs ici présents et que vous puissiez répondre à leurs questions. Alors, messieurs Guibert et Gaussement, donc, est-ce que, pour commencer, vous pouvez évoquer le rôle des territoires dans la transition énergétique, pour lancer le débat? Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. D'abord, c'est nous qui nous remercions de cette table ronde et dans cette configuration, et nous nous en réjouissons. Ça n'a pas été le cas à l'Assemblée nationale, ça n'a pas pu être fait, et nous en tout cas dans cette configuration, et évidemment nous en réjouissons très fortement, car nous pensons que ça peut être en effet tout à fait utile. Un mot simplement de présentation sur la loi de la fabrique écologique, puisque c'est une création assez récente qui date d'un peu plus d'un an, dont je vous rappelle les trois principales caractéristiques, pluraliste et transpartisane, et donc tant dans son conseil d'administration que dans son conseil d'orientation, elle a évidemment des représentants des entreprises, des ONG, des syndicats, mais aussi des représentants des différents partis politiques de l'arc républicain. Et donc c'est une création assez originale, puisque les responsables politiques de la majorité et de l'opposition sont dans ces différentes instances. La deuxième grande caractéristique de la fabrique écologique, c'est une exigence extrêmement forte de rigueur et d'objectivité dans les travaux. Et nous avons mis en place un certain nombre de procédures de validation qui permettent de les garantir. Et enfin, troisième grande caractéristique, une volonté d'innovation très forte, y compris vis-à-vis de l'articulation entre le travail d'expertise et la concertation avec les populations, puisque nous avons une phase d'expertise et ensuite nous avons une phase sur les propositions que nous faisons de concertation avec la population pour discuter des propositions que nous faisons. Nous en sommes aujourd'hui à notre 8e note. Et donc nous sommes sur un rythme d'environ 6 à 8 notes par an qui correspondent à ces caractéristiques. Sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, nous avons mené trois catégories de travaux. Un premier travail important, en effet, sur la décentralisation énergétique, avec un groupe de travail d'ailleurs très large et représentant l'ensemble des acteurs. Nous avons mené qui a fait l'objet d'une note, tout ça étant sur notre site tout à fait accessible très librement aux uns et aux autres. Nous avons fait un deuxième travail sur la rénovation thermique des logements, là aussi avec toute une série d'acteurs, une note qui a été publiée il y a quelques mois. Et enfin, avec Arnaud, nous avons coprésidé un groupe de travail pour examiner le projet de loi sur la transition énergétique. Et à l'occasion de ce groupe de travail, qui a beaucoup travaillé, nous avons proposé une douzaine d'amendements qui nous ont paru les plus significatifs sur le projet de loi tel qu'il avait été déposé à l'Assemblée nationale. On en dira un mot, parce qu'une partie de ces amendements ont été repris, une autre partie n'a pas été reprise, et donc évidemment on fera un point très rapide peut-être devant vous sur les points qui nous paraissent encore importants à signaler sur ce sujet. Et donc on va se partager en effet la répartition du temps de parole entre Arnaud et moi-même sur la présentation des 3 ou 4 points qui nous paraissent les plus importants. Auparavant, je voudrais faire 2 remarques introductives qui me paraissent tout à fait importantes pour cette réunion.
La première remarque, c'est qu'on est dans un contexte extrêmement mouvant, mais un contexte qui est quand même marqué depuis quelques semaines par une extrêmement forte baisse du prix du pétrole, qui est passé en quelques semaines de 110 $ à moins de 60 $. Et il est évident que toute la stratégie de transition énergétique est marquée et peut être marquée par cette évolution du prix du pétrole, qui a certes pour conséquence de rendre moins rentable, voire non rentable, un certain nombre de productions de gaz de schiste ou de schiste bitumineux au Canada ou ailleurs, mais qui a aussi pour conséquence, et qui peut avoir pour conséquence, d'entraîner un coup de frein important à la stratégie de transition énergétique par le biais évidemment de l'effet prix et de la diminution de l'incitation à entreprendre des travaux d'économie d'énergie. On a connu la même situation dans les années 80, et c'est vrai que c'est une situation où il y a vraiment nécessité de renforcer un certain nombre d'outils, et on y viendra dans la discussion si vous le souhaitez, parce que si on ne fait rien, c'est très clair, on prépare le choc pétrolier suivant, et évidemment, on a une stratégie, y compris climatique, qui est fortement handicapée par l'évolution du prix. Le deuxième aspect que je voudrais souligner, sur lequel toute une série d'entre nous, d'ailleurs pas simplement la Fabrique écologique, a travaillé, c'est le fait qu'il manque, à notre avis, très clairement, une réflexion sur le cadrage macroéconomique de la transition énergétique. La transition énergétique est une stratégie qui vise à remplacer des flux de matière, d'énergie, par du capital, et donc par des investissements supplémentaires. Et donc, inévitablement, se pose la question de, dans nos économies, comment faire en sorte pour arriver à un niveau d'investissement supplémentaire plus important. Alors, il y a des réflexions qui ont été menées, je suis sûr que nos collègues en parleront, mais je crois que c'est un sujet qui reste aujourd'hui totalement présent et qui doit faire l'objet de discussions, car c'est un sujet qui est aujourd'hui encore extrêmement mal réglé. Alors, je viens directement au sujet qui, évidemment, vous intéresse le plus, que nous avons, nous, mis sur le sujet, sur la gouvernance. Je dis simplement un mot sur un autre aspect auparavant, qui est l'aspect isolation thermique des logements, où une série d'amendements qu'on a proposés ont été retenus et sont actuellement dans le projet de loi, ce qui nous semble aujourd'hui encore insuffisant. Et je crois que vous êtes tous élus locaux, je le suis moi-même, et on le ressent très fortement dans nos territoires. C'est la stratégie de lutte contre les logements, je dirais, passoires énergétiques. Il faut, je crois, distinguer très clairement dans la précarité énergétique les quelques millions de personnes qui sont en situation difficile parce qu'elles ont une facture énergétique de plus en plus élevée, et les gens qui, en plus, sont dans des situations de passoires énergétiques, c'est-à-dire de logements pratiquement indignes ou non décents. Sur le plan et qui peuvent être chiffrés, on ne les a pas identifiés, et c'est ça un des sujets, enfin qui peuvent être plusieurs centaines de milliers de logements qui sont dans cette situation. Et de ce point de vue-là, le texte apporte un élément important puisqu'il classe, il introduit le critère énergétique dans la décence des logements, donc c'est un élément important, mais ça ne nous paraît pas suffisant. À notre avis, il est tout à fait nécessaire d'avoir un dispositif d'identification de ces logements, en particulier à partir le fait qu'un certain nombre de gens viennent demander des aides ou viennent solliciter des aides parce qu'ils n'arrivent pas à payer leur logement. Et il nous semble que dans le dispositif actuel, on ne regarde pas, de manière suffisante en tout cas, dans ces situations-là, qu'est-ce qui pourrait être fait, non seulement pour les aider bien entendu, mais aussi pour faire le minimum de travaux dans les logements qui permettent que cette aide ne se prolonge pas année après année, alors que sans doute un volume limité de travaux pourrait permettre en tout cas de soulager un peu ces situations. Voilà, donc ce problème reste entier. On avait fait, nous, une proposition d'amendement qui est à votre disposition et qui, avec par exemple l'intervention le premier stade étant une identification de ces situations de logement, elle est à votre disposition, mais ça nous paraît un sujet relativement important qui commence à être traité, mais qui, à notre avis, n'est pas suffisamment bien traité. Alors le deuxième sujet, c'est évidemment le sujet de la gouvernance. Nous sommes dans une situation, et de ce point de vue-là, la réflexion que nous avons faite dans nos notes est très claire. Nous sommes dans une situation où, inévitablement, compte tenu de l'évolution technique, va se développer des énergies décentralisées.
inévitablement, compte tenu de toute une série d'évolutions techniques, je passe, on pourrait en parler longuement, c'est inévitable, à un rythme différent selon les catégories d'énergie renouvelable ou décentralisée, mais inévitablement, ça va se développer de manière décentralisée. Et donc, inévitablement, se pose le problème, et va se poser de plus en plus le problème dans l'avenir, de la cohérence du développement de ces énergies décentralisées, d'une part avec l'architecture du réseau électrique. Alors, il n'y a pas que des énergies qui débouchent sur l'électricité, il y a des énergies décentralisées qui débouchent sur de la chaleur, sur d'autres choses, mais en tout cas, certaines débouchent sur l'électricité, et d'autre part, la cohérence avec, je dirais, ce qui fait le modèle français énergétique français et qui nous paraît plutôt à sauvegarder parce que ce sont des atouts que sont la péréquation et la continuité du service public. Et donc ça a été la base de notre réflexion de savoir comment arriver à concilier cette nécessaire décentralisation énergétique avec les grandes caractéristiques du système français, sachant qu'aujourd'hui vous avez un système totalement déresponsabilisant. Puisque vous avez officiellement des collectivités locales, et en particulier les régions, qui sont chargées du développement, par l'intermédiaire de la confection de schémas territoriaux, du développement des énergies décentralisées ou renouvelables, mais il n'y a aucune articulation entre ce qu'elles peuvent entreprendre dans ce domaine et les conséquences que ça peut avoir sur les réseaux ou les conséquences que ça peut avoir en termes de contribution au service public de l'électricité, dont chacun sait que le volume augmente très rapidement ces dernières années. Et donc, notre proposition, notre réflexion a été comment arriver à rendre de la cohérence au système. Si d'ailleurs on n'arrive pas à avoir une évolution cohérente, on voit bien quelle pourrait être l'évolution incohérente, et qui viendra un jour ou l'autre. L'évolution incohérente, est, à notre avis incohérente, étant que tout simplement quelques grandes métropoles prennent en main la distribution d'électricité et d'énergie, mais de manière incohérente, puisqu'on sait bien que pour avoir une démarche assez cohérente dans ce domaine, il faut une certaine solidarité entre l'urbain et le rural pour parvenir à un système relativement cohérent. Donc nous avons proposé la ligne directrice, qui est une ligne directrice de réflexion pour l'avenir, qui n'est pas forcément, nous on aurait préféré évidemment qu'elle puisse avancer plus rapidement, mais qui n'est pas forcément aujourd'hui à mettre en œuvre dans la loi, mais qui est une ligne de réflexion pour l'avenir. On a proposé une ligne directrice qui serait un système qui soit l'équivalent du système SNCF-TER. C'est-à-dire concrètement, les régions étant autorités organisatrices des énergies décentralisées, à la fois pour la production et pour l'ajustement du réseau de distribution à l'évolution de ces énergies décentralisées, ces régions passent en convention avec l'opérateur national ERDF pour mettre en œuvre ces orientations, mais les régions prenant en charge financièrement grâce à une part du tarif de distribution, du TURP, prenant en charge financièrement l'adaptation du réseau à la distribution. Alors, si on ne veut pas aller jusque-là, à ce stade qui mérite des réflexions, on a voulu mettre le pied dans la porte de la réflexion, mais qui mérite de la réflexion. En tout cas, le projet de loi nous paraît, de ce point de vue-là, très insuffisant, puisque la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est une des nouveautés de la gouvernance du projet de loi, est une stratégie totalement descendante, et c'est pour ça que nous avons proposé des amendements pour qu'elle intègre les schémas des régions, qu'il y ait une espèce de dialogue entre les régions et l'État pour parvenir à une programmation pluriannuelle de l'énergie qui prenne en compte de manière très claire les stratégies régionales en matière de stratégie énergétique. Nous avons par ailleurs proposé des amendements, y compris pour que des régions, voire des autorités locales au-dessous des régions, puissent par exemple prendre en charge financièrement le raccordement au réseau, ce qui permettrait, je pense, d'aller vers plus de cohérence progressivement dans ce domaine des énergies décentralisées. Voilà, tout ça est à votre disposition. Les amendements sont sur la table et sont sur notre site et sont à votre disposition. Voilà les quelques réflexions, Monsieur le Président, que je voulais faire. Et je passe la parole à Arnaud Gossement, en tout cas sur deux autres aspects qui nous paraissent importants du projet de loi et qui méritent réflexion. Allez-y, allez-y. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, chers collègues. Quelques observations, cette fois-ci on va dire plus juridiques, puisqu'il s'agit de mon métier, sur
3 petits points. La gouvernance, juste pour compléter ce que vient de dire M. Guibert, et puis les déchets, les énergies renouvelables. Sur la gouvernance, effectivement, la Fabrique écologique a souhaité souligner le fait qu'il y avait un paradoxe. Nous sommes dans un contexte de réforme territoriale que le Sénat connaît bien, de fusion des régions et de discussion du projet de loi portant nouvelle organisation du territoire de la République. Et le lien entre le texte qui nous occupe aujourd'hui, ces 2 autres textes, n'est pas nécessairement fait. Ça, c'est un premier regret. Et le deuxième regret, c'est que le texte transition énergétique reste effectivement dans une logique du haut vers le bas. À l'article 48, à partir de l'article 48, on vous propose 3 outils de pilotage de la transition énergétique, le budget carbone, la stratégie nationale bas carbone et ensuite la programmation pluriannuelle de l'énergie. En soi, ces outils paraissent très intéressants, notamment leur caractère pluriannuel pour la PPE. Problème, ils sont tous les 3 adoptés par décret. Donc c'est l'État, c'est l'administration qui va décider de ces 3 projets. Alors, j'entends à l'Assemblée nationale dire qu'il faut être efficace et aller vite. Sauf que, lorsqu'on ne fait pas cette consultation des régions, nous risquons d'avoir des incohérences de planification du territoire qui engendrent des complexités, des incohérences, des contradictions. Donc le temps qu'on a peut-être gagné en amont, on va le perdre en aval. Or, les régions sont chefs de file en matière de climat et d'énergie depuis une loi du 24 janvier 2014. Et les régions, dans le cadre de la loi NOTRe, nouvelle organisation du territoire de la République, vont avoir la planification grâce au SRAT, le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, qui va inclure le plan déchets et les schémas régionaux climat et énergie. De telle sorte qu'on va avoir une planification de l'énergie par les régions et une planification de la transition énergétique par l'État sans lien entre les deux. Et nous avons proposé des amendements pour, y compris dans un temps court, que les régions soient associées au projet au moins de PPE, de manière à ce qu'ils puissent donner leur avis, et aussi que les conseils régionaux puissent s'assurer de la cohérence entre leurs propres projets et les projets nationaux. On peut tout à fait imaginer un délai du type, vous avez 6 mois, passez 6 mois, avis favorable, on connaît ça en droit, ça pose absolument aucun souci. Certes, on va perdre peut-être quelques mois au tout début, et encore c'est pas certain, mais ça va permettre d'avoir un porté à connaissance et une meilleure articulation entre les niveaux de planification. Deuxième point sur la gouvernance, le chef de l'État appelle un choc de simplification. Or là, qu'est-ce qu'on voit dans les différents projets de loi? C'est aussi des nouveaux schémas, des nouveaux plans. On pourrait aussi, grâce à cela, peut-être limiter la profusion des différents plans, schémas, mesures, limiter les contradictions de manière à simplifier un peu tout ça. Je pense que le Sénat peut être sensible à cet objectif de simplification. Et très sincèrement, mesdames, messieurs, je pense que l'avenir, c'est le schéma régional unique. On est en train d'aller vers l'autorisation unique. Il faut aller vers le schéma régional unique pour donner une vraie compétence aux régions avec des orientations qui s'imposent au niveau infra-régional de manière à simplifier tout ça. La complexité, c'est d'abord la planification en droit. C'est pour ça que je me permets d'ailleurs de faire une incise. Le projet de loi Macron propose des mesures de simplification au stade projet, c'est beaucoup trop tard. C'est au niveau de la planification, à l'origine des choses, qu'il faudrait effectivement pouvoir faire de la participation du public et réduire le nombre des schémas. Toute petite incise donc sur la gouvernance. Le deuxième point sur lequel nous avons réfléchi, toujours dans une optique de savoir où sont les territoires, ce sont les déchets. Le projet de loi, à partir de l'article 19, comporte un titre sur l'économie circulaire et les déchets, avec une définition que nous avons portée, qui a été enrichie par les députés, mais nous avions proposé une définition de l'économie circulaire qui intègre explicitement à l'article 19 l'échelle territoriale pertinente. Cette définition nous paraît, en l'état actuel des choses, bonne. J'attire juste votre attention sur le fait qu'il y a un autre article qui est quand même très intéressant, qui va permettre de faire en sorte que l'économie circulaire ne soit pas un slogan à la mode. C'est l'article 19 ter, puisque dans l'article 19 ter, vous avez la commande publique. La loi ESS que vous avez votée récemment, l'été dernier, permet de demander aux grands pouvoirs adjudicateurs, on ne va pas embêter les petits maires avec ça, les grands pouvoirs adjudicateurs, essentiellement les régions, de créer un schéma de promotion des achats publics responsables. Mais dans son état actuel, dans la loi ESS, il ne comporte qu'un volet de réflexion sur l'économie sociale et solidaire, ce qui est très bien. L'Assemblée nationale a accepté, et c'était l'une des propositions que nous avions portées à la Fabrique écologique, d'y inclure une réflexion sur l'économie circulaire. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'imposer. Il s'agit de proposer au pouvoir adjudicateur une réflexion qui va permettre derrière, à terme, de définir des critères d'achat en matière de marché public. Les marchés publics, c'est quand même près de 80 milliards d'euros par an. C'est un levier considérable pour encourager des économies locales. Ce sont ces entreprises locales, ces circuits courts, ces entreprises de recyclage qui vont permettre, qui vont bénéficier de cette planification des achats publics. Voilà, donc c'est plus une prise de parole là pour vous
proposé de ne pas toucher à l'article 19 ter, en fait, qui me paraît effectivement assez intéressant. Dernier point sur la partie déchets. Moi, personnellement, je me félicite, et la Fabrique écologique aussi, qu'il y ait un titre sur les déchets. L'économie des déchets participe à la lutte contre le changement climatique, on l'oublie trop souvent. Le problème de ce titre sur les déchets, c'est que on voit bien que le législateur aujourd'hui ne tranche pas sur la manière dont il souhaite les gérer. J'ai déjà suffisamment embêté M. Louis Nègre avec cette histoire-là, mais REP ou pas REP, il y a un moment donné où il faut un petit peu choisir. Je sais que les élus locaux, ça suscite souvent des débats assez passionnés, et beaucoup de sénateurs sont très informés de ces questions sur faut-il des nouveaux éco-organismes, faut-il étendre les périmètres des filières de recyclage, de responsabilité élargie du producteur. Dans le texte, on ne tranche pas, notamment sur une question cruciale qui est celle des déchets du BTP. Il y a effectivement un mécanisme qui est proposé de récupération chez certains distributeurs de certains déchets du BTP. Je pense que le Sénat, là, vraiment, pourrait avoir une plus-value en disant, voilà, concrètement, aujourd'hui, la collecte et le traitement des déchets, notre modèle, c'est celui-ci, on tranche. Or là, on voit bien qu'on adapte. Je vous donne un exemple, l'article 21, par exemple. Alors, on ne veut pas de nouveaux éco-organismes, mais on fait porter par les éco-organismes la charge du financement de la prévention amont et aval de la production de déchets. Alors, ça va être donc très bien pour certaines filières, pas pour d'autres. Il va y avoir des situations d'inégalité. Et puis, le problème aussi, c'est que certains éco-organismes vont demander à leurs adhérents de l'argent qu'ils vont rendre à leurs adhérents. Je pense aux éco-organismes de déchets pro qui n'ont pas affaire aux collectivités territoriales. Il y a une sorte de boucle très circulaire cette fois-ci. On va demander à des producteurs de l'argent qu'on va leur rendre ensuite. L'article 21 me paraît incohérent du point de vue juridique. Donc voilà, et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de politique claire sur, au niveau des territoires, qu'est-ce qu'on fait en matière de collecte et de traitement des déchets. Dernier point sur les énergies renouvelables. Là aussi, c'est l'occasion, cette loi, de trancher des débats vifs, polémiques, passionnels. Je pense notamment à l'énergie éolienne, avec, je pense, deux axes possibles. Petit 1, il faut améliorer la planification. On devait le faire à la suite du Grenelle avec les schémas régionaux climat-air-énergie. C'est un relatif échec, et j'attire votre attention sur le fait que le tribunal administratif de Paris, le 13 novembre 2014, a annulé le schéma régional éolien d'Île-de-France, ce qui fait peser donc une insécurité juridique sur les autres schémas, et pas que le schéma régional éolien. Le Conseil constitutionnel également a reproché au schéma régional climat-air-énergie de ne pas suffisamment encadrer la participation du public. Or, ça serait plus intelligent de faire la participation du public en amont, au moment de la planification, qu'en aval, au moment du projet, où on a des enquêtes publiques qui attirent personne, sauf des personnes qui ne changeront pas d'avis, et un pauvre commissaire enquêteur qui subit les observations des uns et des autres. On pourrait donc déplacer la participation, il faut la garder au stade projet, mais la mettre plus en amont, comme le Conseil constitutionnel le propose, et le Conseil constitutionnel, clairement, aujourd'hui appelle le législateur, donc vous, à repenser la participation du public en matière de planification territoriale, climat, air, énergie. C'est dommage que l'Assemblée nationale ne se soit pas saisie de cette décision à la suite d'une QPC du Conseil constitutionnel. Deux tout petits derniers points. En général, quand on dit ça, c'est qu'il faut s'inquiéter parce que l'orateur n'a pas fini. Sur... Pardon ? J'observe effectivement cela. Là, je vous promets que c'est vrai. Même si c'est dur de limiter un avocat en temps de parole, là, je vous promets que c'est vrai. Sur l'éolien, je pense d'abord qu'il y a un problème de planification pour apaiser les esprits et avoir une participation plus en amont, comme je vous le disais. Deuxième point, il faut simplifier ce régime en matière d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, tout le monde est perdant. Ceux qui sont opposés au développement des énergies renouvelables ont l'impression d'être consultés à un moment donné où les jeux sont faits, et ceux qui sont pour sont confrontés à une montagne de normes absolument inouïes. On pourrait simplifier tout en améliorant la concertation et en ne laissant pas les élus au milieu de tout ça. Un amendement avait été proposé à l'Assemblée nationale que nous avions porté également pour faire passer l'énergie éolienne du régime de l'autorisation lourde au régime de l'enregistrement. Aujourd'hui, les porcheries et hier, les installations de stockage de déchets inertes sont passées au régime de l'enregistrement. Il faudra m'expliquer pourquoi une éolienne aujourd'hui est considérée en droit comme nettement plus dangereuse qu'une porcherie et aussi dangereuse qu'une raffinerie ou un incinérateur. Je pense qu'on pourrait tout à fait, en consolidant la participation amont, avoir un régime d'enregistrement en matière d'éolien. Et puis, alors l'Assemblée nationale a fait une mesure de simplification, c'est sur la loi littorale, mais c'est tout. Et puis ce qui est un petit peu dommage aussi, c'est de ne pas donner d'un peu d'éclairage aux autres filières. J'attire juste votre attention sur le fait qu'il y a un problème dans cette loi, puisque en matière d'obligation d'achat,
L'État clairement indique qu'il veut passer du système actuel d'obligation d'achat à un système de complément de rémunération. Bon, c'est une recommandation de la Commission européenne. Pour une fois, la France sera très proactive et va transposer, avant même que le texte soit publié, une recommandation de la Commission européenne. Pourquoi pas? Sauf qu'il n'y a rien dans la loi sur la période transitoire. Donc on va créer de l'incertitude pour les investisseurs, quels qu'ils soient, quelles que soient les énergies renouvelables. Et lorsque la loi va être publiée au journal officiel, seules les installations d'énergie renouvelable listées par décret auront droit à l'obligation d'achat. Or, le décret aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Et ce qui veut dire que les autorités en charge de l'obligation d'achat, principalement EDF, demain pourront, enfin quelque part, je ne leur en veux pas, une lecture juridique pourrait être de dire « j'attends de savoir quelles sont les installations soumises au bénéfice de l'obligation d'achat pour pouvoir leur en faire bénéficier ». J'ai été beaucoup trop long, je vous remercie. Non, c'était très intéressant, mais c'est vrai qu'il faut essayer de limiter le temps de parole, parce que vous êtes assez nombreux, qu'il y a un certain nombre de sénateurs qui ont beaucoup de questions à vous poser, et donc il faut, au risque d'être un peu rabat-joie, mais j'ai ce triste rôle ce matin, je vais vous demander d'essayer d'être le plus bref possible. Monsieur Voisin, donc, qui représente le think tank de la Fondation Nicolas Hulot, je vous donne la parole. Vous allez peut-être préciser quels sont pour vous les principes à respecter pour une véritable transition énergétique. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Oui, moi j'ai quatre points sur lesquels je vais insister particulièrement sur ce projet de loi transition énergétique. Le premier concernera la fiscalité, le deuxième le bâtiment, mobilité, et puis sur la démocratie, puisque vous m'avez invité à parler un peu de gouvernance, même si ce n'est pas mon domaine de prédilection à titre personnel. Nous, en tout cas en tant que Fondation Nicolas Hulot, on est plutôt satisfait du texte qui est sorti de l'Assemblée. On avait fait une trentaine de propositions dont beaucoup ont déjà été intégrées dans ce texte. Je vais pas y revenir ici, mais il reste quand même beaucoup de choses à préciser, à améliorer, voire des choses à intégrer puisqu'elles n'ont pas du tout été intégrées. Une chose qui a été faite en moitié et sur laquelle je voudrais insister au début de mon propos, c'est finalement cet article qui a été inséré sur la fiscalité et qui fixait l'objectif de procéder à un élargissement progressif de la part carbone dans la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Donc vous savez qu'on a mis en place en France, depuis cette année, finalement 2014, cette taxe carbone, enfin finalement qui est une part carbone dans la TICPE. C'est quelque chose de très important. Il y a une trajectoire qui est prévue jusqu'à 2016. Et nous, dans le cadre de ce projet de loi donc, qui fixe des grands objectifs de long terme, il nous paraissait essentiel de faire figurer finalement un objectif aussi d'évolution de cette fiscalité carbone, encore plus aujourd'hui dans le contexte où on a un prix du baril qui baisse fortement, et donc la question se pose d'autant plus de ce point de vue-là. Et donc on sait que les travaux qui ont été conduits précédemment par de nombreux groupes d'experts fixer l'objectif finalement de 100 € par tonne de CO2 en 2030 pour aller vers le facteur 4, pour être en phase. On sait que c'est un levier puissant, à la fois pour favoriser l'innovation, pour favoriser la réduction des émissions. Et donc c'est quelque chose qui pour nous est important et qu'on vous demande peut-être de réintégrer finalement dans cet article. Il s'agirait juste de préciser. Voilà, le comité fiscalité écologique avait fait des propositions qui allaient dans ce sens l'année dernière, et puis il va être relancé bientôt pour continuer à travailler sur ce sujet. Un autre point sur la fiscalité, c'est aussi de permettre finalement aux collectivités locales d'expérimenter. On a vu que ça a déjà pu commencer à être fait, mais d'expérimenter de certaines choses. En particulier, bon, je pense on l'a demandé récemment aussi lors de la conférence environnementale, mais à l'écotaxe, où effectivement il faut permettre aux régions, par exemple, d'expérimenter cette écotaxe. C'est aussi des mesures qui sont liées à la pollution de l'air et qui pourront être mises en place suite au développement d'un système d'identification des véhicules polluants. Donc ça, c'est le premier sujet. Sur le bâtiment, très rapidement, nous, on a deux priorités qui n'ont pas été traitées complètement. C'est l'idée d'avoir un grand plan de rénovation énergétique des bâtiments de l'État, ou en tout cas du parc tertiaire public. Mais je laisserai du coup plus le Chiffre Project parler de l'idée qu'on pousse de SFTE. Mais ici, dans ce projet de loi, on pourrait pour le moins mentionner finalement l'obligation pour le gouvernement de présenter au moins un rapport qui détaille sa stratégie en matière de rénovation du parc de l'État à l'horizon 2050. L'autre point important, c'est la précarité énergétique dans le bâtiment. On sait qu'il y a des objectifs chiffrés qui sont affichés. Il faut aussi préciser les moyens d'y arriver, qui restent à préciser et qui ne sont pas très clairs. Nous, on a l'impression qu'aujourd'hui, la politique qui est en œuvre n'est pas suffisante pour atteindre ces objectifs.
qui sont souvent répétés, mais on voit qu'on a du mal à progresser et que la précarité énergétique se développe aujourd'hui. Le sujet sur lequel j'aimerais le plus insister, puisque finalement celui qui a été le moins bien pris en compte dans ce projet de loi à l'état actuel, tel qu'il sort de l'Assemblée, c'est la mobilité. Alors on sait qu'en plus vous avez la chance de bénéficier finalement des travaux qui ont pu être conduits dans le cadre de la conférence environnementale, où il y a une table ronde dédiée à la mobilité, donc Monsieur Lunag, je sais que vous y étiez, avec beaucoup de propositions intéressantes et qui vous donnent des pistes pour enrichir ce texte. Il y a des choses qui ont été faites sur les véhicules propres, des obligations qui ont été mises d'ailleurs pour certaines flottes privées, etc., qui sont intéressantes. Alors il y a un point qui nous paraissait finalement assez facile à faire, il y a une obligation d'équipement pour les collectivités en termes de véhicules propres, elle a été renforcée, on sait qu'elle est non contraignante, parce qu'il y a une obligation qui existe depuis la loi LOR finalement qui n'a jamais été respectée parce qu'il n'y a pas de contrainte et il n'y a pas de sanctions. Donc nous on proposait simplement d'introduire une sanction minime et financière et qui serait affectée justement à un fonds pour le développement des véhicules propres. Donc d'introduire ce genre de mesures, je vous donnerai les détails de nos propositions d'amendement par la suite. Un des gros points aussi qui est apparu finalement, surtout suite à la conférence environnementale, c'est le diesel. On sait qu'on a eu un discours très allant du Premier ministre sur ce sujet, et puis que des collectivités aussi prennent des initiatives dans ce sens. Et ici, il y a deux choses pour nous qui restent à préciser dans ce texte. On sait que ce texte introduit une prime à la conversion. En échange d'un vieux véhicule diesel, on pourrait avoir des aides pour acquérir des véhicules propres. Mais ici, on a un sujet qui nous préoccupe beaucoup, puisque les modalités de cette prime ne sont pas assez clairement définies dans ce texte. C'est aussi renvoyé à des décrets. Et le gros risque, c'est d'avoir finalement une politique. On a besoin, pour sortir du diesel, d'avoir une politique aussi sociale. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont en situation de précarité énergétique dans leur mobilité, qui ont des véhicules diesel. Et donc cette aide, cette politique doit se cibler sur ces gens-là. On n'est pas là pour aider des gens finalement à quitter leur vieux véhicule diesel pour acheter un véhicule neuf et propre, c'est-à-dire électrique ou hybride. C'est des véhicules très coûteux. Et donc, a priori, pour nous, cette mesure, elle rate sa cible. On devrait avoir une mesure qui soit conditionnée, qui soit sous condition de ressources, qui soit plus importante, mais qui permette aussi d'acheter des véhicules d'occasion plus performants. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir quitter un véhicule diesel très polluant pour acheter un véhicule d'occasion plus performant, type Euro 4. Donc c'est des choses que le gouvernement s'est engagé à étudier, mais ça nous paraît important d'insister dans ce texte, puisqu'il ouvre cette prime à la conversion, de préciser cette démarche et de bien cadrer cette démarche, en disant que c'est aussi une mesure de lutte contre la précarité énergétique dans la mobilité. Un autre point dont je sais que vous avez pu discuter récemment, puisqu'il y avait une proposition de loi de la sénatrice Aline Archimbaud sur le diesel, qui proposait dans son article 2, il me semble, qui était finalement assez intéressant, qui soulignait un point qu'on a aujourd'hui, c'est le grand écart qu'il y a entre les émissions réelles des véhicules diesel. Là, je parle des véhicules neufs. On sait qu'ils ont beaucoup amélioré leur performance, mais il reste un point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est le grand écart qu'il y a entre les émissions réelles qu'on peut mesurer sur la route quand ces véhicules roulent, et puis les émissions qui sont faites sur banc d'essai lors des tests d'homologation. Et là-dessus, on sait que ça a été prouvé par beaucoup d'études, c'est plus quelque chose qui est discuté finalement scientifiquement. Sur les NOx en particulier, il y a des vrais écarts qui sont très très conséquents et sur lesquels l'ADEME l'a dit aussi d'ailleurs, sur lesquels il faudrait se baser aujourd'hui pour conduire les politiques publiques. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui pour nous aberrant d'avoir des politiques, par exemple comme le bonus-malus, qui se basent sur des tests dont on sait que finalement ils ne correspondent pas à la réalité derrière. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel ce projet de loi aussi, auquel il pourrait remédier. Encore sur la mobilité, d'autres points plus rapides. Il y a quelque chose qui avait fait consensus dans le cadre du débat qui préparait finalement ce grand texte, le débat sur la transition énergétique. C'était l'idée d'une étude sur l'effet d'une baisse des vitesses de 10 km/h sur route. Et donc pour nous, ça me paraît important de réintroduire finalement, c'est une proposition qui est revenue lors de la conférence environnementale, mais donc de la réintroduire dans ce texte, simplement on ne dit pas de mettre la baisse des vitesses, mais bien de mettre au moins la réalisation d'une étude qui fait le point sur les impacts environnementaux, enfin les bénéfices environnementaux et les impacts, s'il y en a, socio-économiques, d'une telle baisse des vitesses. Enfin, oui, deux autres points. Donc deux points sur les plus réglementaires, sur les PDE, les PDU. On sait que ce texte aussi fixe un objectif finalement de développer les plans de mobilité pour les entreprises de plus de 100 salariés, ce qui est une très bonne chose. C'est quelque chose qu'on avait demandé. Un point qui est apparu lors de la conférence environnementale, c'est aussi la nécessité finalement de définir
qu'est-ce que c'est qu'exactement ces plans de mobilité, comment est-ce qu'on les construit au sein de l'entreprise, comment est-ce qu'on les construit, l'entreprise en lien avec les collectivités locales. Et c'est quelque chose qui demande à être précisé aujourd'hui, en cohérence avec ce qui est ressorti de la conférence environnementale. Enfin, un dernier point sur la mobilité, c'est au niveau des performances des véhicules. Il nous paraissait aussi important dans ce texte, et ça n'a pas été fait précédemment, de faire figurer finalement des objectifs français de performance des véhicules en termes d'émissions de CO2 et de particules. On sait qu'au niveau européen, il y a des objectifs qui sont fixés par des directives européennes. On sait qu'on a aujourd'hui un problème, puisqu'on a un objectif qui est fixé à 2020, mais il y a l'idée d'abandonner un objectif finalement pour 2025 et de repousser plus tard. Et la position de la France au niveau européen là-dessus est assez inquiétante, et ce serait bien d'avoir des objectifs fixés du coup au niveau national, quoi qu'il se passe au niveau européen, parce qu'on sait qu'il y a un lobby important des Allemands pour finalement ne pas avancer au niveau européen sur les performances des véhicules en matière de CO2. C'est quelque chose que ce texte pourrait finalement préciser de lui-même. Enfin, sur la question de la gouvernance et de la démocratie, donc je vais être assez rapide. Il y a deux choses dans ce texte qui sont directement liées à ce texte. Pour nous, c'est l'idée d'assurer une certaine transparence de la programmation pluriannuelle de l'énergie en mettant en place un comité d'experts pluraliste, dont la composition restera à préciser, et puis de relancer ce qui avait été fait aussi dans le cadre du débat, finalement, c'est les comités citoyens, de faire des conférences de citoyens pour continuer à faire de la pédagogie sur cette politique énergétique. Après ça, il y a des choses qui sont beaucoup plus vastes, comme pouvait le souligner Arnaud Gossement, sur la participation, sur la gouvernance, etc. Mais il y a eu un discours donc assez engageant du président de la République là-dessus. Donc il y a un chantier qui va s'ouvrir sur ce sujet, en tout cas on l'espère. Et j'imagine que ce sera dans ce cadre-là aussi, puisque nous on va le demander. On pense qu'il faudrait une loi très clairement sur cette question-là de la participation du public et de la démocratie participative. Et pas qu'on légifère là-dessus par ordonnance, comme se propose de le faire d'ailleurs en partie la loi Macron. Mais voilà, qu'on puisse aller plus loin dans le cadre de ces prochains travaux, en poursuivant les travaux qui ont pu être menés dans le cadre de la modernisation du droit de l'environnement, pardon. Sur ce point-là, effectivement, sur les projets, il faudrait intervenir en amont. Il y a des propositions qui ont été faites dans le cadre du rapport TUO sur la réforme du code minier, qui aujourd'hui est un peu en stand-by, mais qui était intéressante aussi par rapport à comment est-ce qu'on peut réformer le commissaire enquêteur pour créer des groupes d'enquête à durée déterminée, qui regroupent toutes les parties prenantes et qui pourraient sur les projets d'infrastructure, gérer les appels d'offres pour les études, etc. Donc éviter les conflits d'intérêts, qui pourraient aussi définir les modalités de la participation sur les projets sensibles. Il y a des choses qui sont intéressantes, en tout cas, qui sont à creuser, et sur lesquelles on reviendra par la suite, mais ce n'est pas forcément dans le cadre de ce projet de loi. Et oui, simplement pour information, j'imagine que vous avez reçu, nous on a fait donc 2 publications sur la mobilité, donc une sur mobilité et précarité, l'autre sur mobilité, et la question des territoires périurbains et ruraux qui ont quand même des problématiques très différentes, que vous avez dû recevoir, parce qu'on me semble qu'on vous les a envoyées, mais je pourrais vous les recommuniquer. Dedans, il y a beaucoup de propositions qui, justement, seraient possiblement intégrables dans ce texte. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à M. Jancovici ou à M. Maillet pour évoquer un sujet important et qui est souvent mis en avant sur ce projet de loi, la question du financement et la question du modèle économique de ce projet de loi. Donc, nous vous écoutons. Tout arrive. Merci beaucoup. Alors, nous, on est ici presque par accident. On est très content d'être ici, mais on est ici presque par accident, parce que The Shift Project a vocation à s'adresser avant tout au monde économique. À la différence de mes collègues qui sont ici, on n'a pas vocation à s'adresser en premier au monde politique et on n'a pas vocation à s'adresser non plus en premier aux Français. La raison pour laquelle le nom est anglais, c'est qu'on a vocation aussi à parler beaucoup au niveau européen. Tout à l'heure, il a été évoqué la partie descendre vers le bas, c'est-à-dire ce qui se passe à l'échelon régional. Il faut aussi un tout petit peu s'intéresser à monter vers le haut, c'est-à-dire ce qui se passe à l'échelon européen. La France n'est pas seule au monde. Il y a quand même un certain nombre de textes européens qui encadrent ce que nous pouvons faire. Et par ailleurs, sur 2 sujets dont je vais vous parler maintenant, qui sont l'approvisionnement pétrolier et gazier, si les Français pouvaient décider seuls de la quantité de pétrole et de gaz qu'ils veulent consommer, ça serait beau. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que la situation se présente.
Donc nous avons un tropisme économique extrêmement fort au Shift Project et notre écosystème premier, on va dire, c'est le monde économique qui a envie de réconcilier la préservation de notre maison commune avec une fiche de paye. Vous savez que nos concitoyens en ce moment se soucient un tout petit peu d'avoir une fiche de paye. Ça fait partie de leurs préoccupations qu'on peut difficilement leur enlever. Et dans tous les sondages, ils vous expliquent que l'environnement, ils aiment beaucoup ça, sauf qu'une fois qu'ils votent avec leurs pieds, ils vont aller faire autre chose. Et c'est normal, encore une fois, le monde économique a une importance centrale, qu'on le souhaite ou qu'on ne le souhaite pas, est malheureusement un débat un peu derrière nous, dans les démocraties. Donc ce qu'on cherche à faire au Shift Project, c'est cette idée un peu folle d'essayer de réconcilier des objectifs environnementaux. Et les objectifs environnementaux tels qu'on les voit, ils ont souvent un substrat scientifique fort. Et des objectifs économiques, parce que si on n'est pas capable de dire à qui on donne une fiche de paye et pourquoi faire dans un monde qui préserve l'environnement, eh bien on reste, allez, je vais être un peu taquin, dans la presse des beaux quartiers parisiens, mais on n'a pas beaucoup avancé. Une fois que j'ai dit ça, je vais vous donner quelques éclairages un peu généraux sur l'énergie et la transition énergétique. Alors d'abord, je voudrais rappeler une chose toute bête, je suis désolé, on n'échappe pas à son passé, c'est que l'énergie, avant d'être un sujet de débat, c'est une grandeur physique. L'énergie est une grandeur physique qui mesure les flux. Donc dès que vous avez un flux quelque part, de chaleur, de mouvement, de réaction chimique, etc., vous avez de l'énergie. Donc vous n'avez pas de vie sans énergie, vous n'avez pas d'économie sans énergie, vous n'avez pas de modification sans énergie. Et inversement, plus vous avez d'énergie, plus il se passe un grand nombre de choses autour de vous. Donc la consommation d'énergie d'un individu n'est rien d'autre que son aptitude à modifier l'espace qui l'environne. Plus il a d'énergie, plus il peut déplacer d'objets, plus il peut chauffer, refroidir des objets, plus il peut transformer, etc. Ce qui veut dire, soit dit en passant, que beaucoup d'énergie propre, c'est impossible par définition. Être propre, c'est toucher à rien. Avoir beaucoup d'énergie, c'est transformer beaucoup. Donc beaucoup d'énergie propre, ça n'existe pas. Et très souvent, les énergies propres sont les énergies infinitésimales. Dès qu'elles cessent de l'être, elles cessent d'être propres. Une fois et dernier point, l'énergie, comme je le disais, c'est les flux, et donc c'est notamment ce qui permet aux machines de fonctionner. Donc si vous avez une usine avec des machines et des ouvriers et pas d'énergie, vous n'avez pas de production. Si vous avez une voiture vendue avec un conducteur et pas de pétrole, vous n'avez pas de déplacement, etc., etc. Donc l'énergie est un des éléments absolument indispensables à ce que fonctionne le monde industriel dans lequel nous vivons. Et ce monde industriel dans lequel nous vivons, le parc de machines qui nous environne en France représente 500 fois la puissance musculaire de la population. 500 fois, en ordre de grandeur. Hein. Si j'additionne la puissance en permanence à l'œuvre, des frigos, des pompes qui amènent l'eau ici, des voitures, de l'éclairage, des usines qui sont en train de faire vos vêtements et vos chaises, etc. Tout ça mis bout à bout, c'est à peu près 500 fois la puissance musculaire de la population. Ce qui veut dire que la production économique est en première approximation fonction du nombre de machines et de la quantité d'énergie qu'elles mangent, et pas du tout fonction de la taille de la population. C'est la raison pour laquelle la production économique de la France a pu, pendant un siècle, dépasser celle de la Chine, alors qu'on est beaucoup moins nombreux. Mais pendant un moment, on a eu beaucoup plus de machines qu'eux, beaucoup plus grosses, et donc ça faisait beaucoup plus de PIB. Le jour où le nombre de machines par personne en Chine devient le nombre de machines par personne en France, eh bien le PIB chinois sera 20 fois le PIB français, et je ne vois pas comment on pourra y échapper. Donc l'énergie, c'est ce qui permet à la civilisation industrielle de gérer ses flux, et donc de gérer derrière la contrepartie économique de ces flux. Donc une loi de transition sur l'énergie, c'est une loi de transition sur la société. Ce n'est pas juste un machin où il s'agit de donner 3 éoliennes à 3 élus qui en ont envie, ou 2 réacteurs de moins à 2 écolos qui en ont envie. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que la loi de transition, c'est une loi sur l'organisation physique de la société. C'est une loi sur le pouvoir d'achat, c'est une loi sur la part des diverses activités économiques, c'est une loi sur la géopolitique, c'est une loi sur l'Europe, c'est une loi sur l'espérance de vie, c'est une loi sur l'éducation et la qualité des soins, enfin c'est une loi sur tout ça. D'accord ? Par construction, parce que l'énergie c'est la physique. Alors une fois que je vous ai dit ça, quelques propos un peu plus généraux sur l'approvisionnement français. On vous a distribué un petit document, j'espère que vous l'avez, dans lequel on vous a donné la répartition par secteur de consommation et par nature d'énergie primaire, donc c'est l'énergie qu'on prend dans l'environnement, l'énergie primaire, de ce qui se passe en France. Donc c'est découpé en résidentiel, hein, les bâtiments dans lesquels vous habitez, tertiaire, les bâtiments dans lesquels vous travaillez, industrie, c'est les processus industriels, donc ce qui permet de faire de l'acier et de le transformer derrière, etc. Les machines qui sont dans les champs, ça c'est l'agriculture, enfin les machines qui servent à déplacer des marchandises ou à déplacer des gens. Et on a mis pour chacune de ces barres, qui est en milliards de kilowattheures, d'où venait l'énergie primaire qui permettait d'alimenter les machines en question. Et ce que vous constatez très facilement sur ce graphique, c'est que l'essentiel de l'énergie qui permet à la France de fonctionner comme elle fonctionne aujourd'hui vient des hydrocarbures, pétrole et gaz, de très loin devant l'électricité. De très loin devant l'électricité.
Si je regarde d'où vient la matière qui permet à l'énergie d'être disponible en France, eh bien vous voyez que sur la partie énergie finale, vous voyez 45% c'est du pétrole qui n'est pas produit en France, 25% c'est du gaz qui n'est pas produit en France, vient derrière le nucléaire, l'uranium n'est pas non plus produit en France, mais alors que nos importations de pétrole et de gaz nous coûtent actuellement, alors le pétrole vient de baisser, donc l'année dernière, nous a coûté 70 milliards d'euros, l'uranium nous en coûte 1. Donc certes, on l'importe, mais enfin, les ordres de grandeur ne sont pas exactement les mêmes. Même le charbon nous coûte plus cher que l'uranium. Et bien évidemment, c'est les combustibles fossiles qui sont à l'origine de la totalité de nos émissions de CO2. L'électricité non fossile, quelle qu'elle soit, n'y concourt que peu. Elle y concourt au moment de la fabrication des moyens de production, bien évidemment, et éventuellement des cycles amont et aval. Les deux graphiques que vous avez à la suite vous montrent que le pétrole et le gaz sont déjà en décrue subie en Europe. Donc aujourd'hui, l'Europe perd à peu près 2% de son pétrole par an parce que la mer du Nord est en déclin et parce que la production mondiale, nonobstant les gaz de schiste et les pétroles de schiste, est à peu près flat depuis 2005. Je dis bien à peu près flat depuis 2005. Et donc la part importable par l'Europe est en baisse puisque la consommation domestique des pays producteurs et la consommation des pays émergents est en hausse. Donc la part importable de l'Europe est en baisse. Donc que l'automobiliste français en ait envie ou pas, pour le moment, la quantité de carburant qui rentre en Europe baisse de 2% par an, en gros. Et je ne vous ai pas mis un autre graphique qui pourtant est très intéressant. Si vous regardez comment évolue la quantité de pétrole consommée dans le monde et le prix du pétrole sur un siècle, il n'y a pas de lien entre la quantité disponible et le prix. Ça peut vous paraître étonnant, mais il n'y a pas de lien entre la quantité disponible et le prix. Donc quand les gens vous disent le prix du pétrole baisse et donc on va en avoir plein, c'est faux. De même que quand ils vous disaient le prix du pétrole monte donc on va en manquer, c'est faux. Les deux sont faux. D'accord ? Il suffit de regarder les séries longues pour le savoir. Et ce qui est en train, et là où je suis d'accord avec Jérôme Guibert, c'est que ce qui est en train de s'annoncer là maintenant, c'est le prochain choc et la prochaine récession. C'est juste ça qui est en train de s'annoncer en ce moment. Vous avez également, je fais là juste une incidente, mais j'y reviendrai en conclusion, puisqu'on parlera de financement. La loi de transition, malheureusement, je pense, doit s'inscrire dans un paysage économique qui sera désormais sans croissance, voire en récession structurelle. Donc toutes les mesures dans la loi qui supposent qu'on va avoir plus d'argent public en gardant tous les usages publics qu'on a déjà par ailleurs pour financer quelque chose en plus sont des débats qui sont loin d'être évidents. Alors, ça peut éventuellement aller de pair avec un endettement croissant s'il est affecté à quelque chose qu'on estime absolument indispensable. Mais enfin, un jour ou l'autre, l'endettement croissant dans une économie sans croissance, ça se termine par de l'hyperinflation ou par du défaut. Et si ce n'est pas de l'hyperinflation, ça sera du défaut. Donc, en ce qui concerne le gaz est également en déclin en Europe depuis 2005. Et j'attire votre attention sur le fait que pour le gaz comme pour le pétrole, le déclin a démarré avant les Lehman Brothers. Donc l'idée qu'on consomme moins de pétrole parce que c'est la crise est une idée à laquelle je ne souscris pas. Je pense que d'abord nous avons eu moins de pétrole et qu'ensuite on a eu la crise. Et que c'est bien dans ce sens-là que les choses se sont écrites. Du reste, depuis que le pétrole s'est fortement ralenti en termes de production mondiale, c'est-à-dire les chocs pétroliers 74 et 79, vous le savez bien puisque vous avez examiné le budget tous les ans, c'est de cette époque-là que débute le problème de l'endettement de l'État et de l'augmentation difficile à endiguer du chômage dans ce pays. Donc c'est pas d'abord j'ai une croissance venue de Mars et ensuite je consomme de l'énergie, c'est d'abord j'ai de l'énergie et ensuite j'ai de la croissance. Et si j'ai moins d'énergie, j'aurai une récession ou quelque chose qui y ressemble. Les flux industriels dans tous les pays de l'OCDE, sauf les États-Unis, sont à la baisse depuis 2007, c'est-à-dire depuis le moment où l'approvisionnement énergétique des pays de l'OCDE a tendance à baisser. Je vous ai également rappelé que si je regarde combien on a dépensé en France pour importer du pétrole et du gaz sur les 20 dernières années, on est à peu près dans les eaux de l'augmentation de la dette souveraine, donc de la dette de l'État français depuis cette époque-là. Donc on n'est pas en train de parler de petites sommes. Une fois que je vous ai dit tout ça, la conclusion majeure, évidemment, à laquelle je vous amène, c'est que la loi de transition doit avoir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, pour objectif premier de débarrasser l'économie française du pétrole et du gaz. Or, pour le moment, c'est essentiellement une loi sur l'électricité, c'est-à-dire ce qui, de notre point de vue, ne pose pas de problème majeur pour le moment. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Je ne vais pas vous apprendre votre métier, vous savez très bien que les grands objectifs de campagne ne correspondent pas nécessairement à l'application de la règle de 3. Donc voilà, après, ça a suivi le fil de l'eau. Dans cette affaire, qu'est-ce qu'on propose ? Donc on propose de décarboner l'économie. Alors décarboner l'économie va se faire pour une très large part par des économies
et pour une part non négligeable part du changement de mix. Mais nous, du Shift, on n'est pas du tout pour qu'on baisse le nucléaire. On pense que ce n'est pas la priorité, loin s'en faut, dans le contexte actuel. Je laisserai, après mon intervention, Brice revenir sur ce qu'on propose de plus précis sur la rénovation thermique du logement. Je vais vous donner la philosophie générale de ce qu'on propose. La première chose dans notre philosophie générale, c'est que nous sommes désormais dans une course contre la montre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on reste les bras croisés, on n'est pas dans un contexte dans lequel on préserve le pouvoir d'achat et le PIB français. On est dans un contexte dans lequel on assiste à sa lente érosion à cause de ce que j'ai dit sur la décrue du pétrole et du gaz. Donc en gros, le temps joue contre nous. Et par ailleurs, tout argent dépensé là où ça n'est pas utile, par effet d'éviction, supprime la possibilité de le dépenser là où il est utile. Dans un monde en croissance, on peut faire à la fois des trucs intelligents et des bêtises. Dans un monde sans croissance, plus on fait de bêtises et moins on fait de trucs intelligents. C'est malheureusement là encore de l'arithmétique bête et méchante. Donc ce qu'on propose sur le bâtiment, c'est d'obliger. On propose d'obliger les gens à rénover. Alors on le propose de la manière suivante, c'est dès que vous touchez à un bâtiment, vous êtes obligé d'embarquer la performance thermique dans ce que vous faites. Donc on ne va pas vous dire rénover le Sénat demain matin. Par contre, le jour où vous touchez au Sénat, vous êtes obligé d'embarquer la performance thermique dans ce que vous allez faire. C'est ça l'idée. Il y a une voiture balai, tout le monde devra y passer, il y a une voiture balai qui passe derrière, qui est qu'il y a un niveau minimum de performance à respecter pour les bâtiments au fur et à mesure que le temps passe. C'est-à-dire que, alors on n'aime pas tellement le DPE parce que l'énergie finale a plus de sens pour les particuliers, mais peu importe. Ça revient à dire qu'en 2022, il n'y a plus aucun bâtiment classe G qui circule, et puis en 2025, il n'y en a plus aucun classe F, et puis etc. C'est ça l'idée, donc il y a une espèce de voiture balai. Et on propose de concentrer les aides uniquement sur ceux qui ne peuvent pas faire face économiquement à cette obligation. Donc le cadre supérieur, il n'a pas besoin de crédit d'impôt, il se passe très bien de crédit d'impôt, ça ne sert strictement à rien, ça n'engendre que de l'effet d'aubaine. Donc il faut obliger tout le monde et concentrer les aides sur ceux qui ne peuvent pas. Soit dit en passant, dès qu'on mélange plusieurs objectifs dans une même politique, en général, on a de bonnes chances de n'en atteindre aucun. Et ça, je le dis pour la question difficile certes, mais de la précarité énergétique, où on a tendance à mélanger deux trucs et à penser que la précarité énergétique se traite par le prix de l'énergie. C'est la dernière des bêtises à faire. Il faut le traiter par n'importe quoi, sauf le prix de l'énergie. Pas moi qui dis ça, ça date d'il y a 25 ou 30 ans. Sur le tertiaire public, on a poussé très fort un projet qui s'est retrouvé, soit dit en passant, en très bonne place dans les propositions faites par la France à la Commission européenne dans le cadre du plan Juncker, donc SFTE, qui a été initié avec la FNH, qui, en gros, vise à profiter, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais vise à profiter d'un mécanisme qui a été mis en place pour, entre guillemets, le sauvetage des banques à la suite de la crise de Lehman Brothers, la SFEF. Ça vise à reproduire le même genre de mécanisme pour faire intervenir de la garantie publique non consolidée dans Maastricht pour avoir la possibilité d'avoir des financements à des taux très très bas pour la rénovation du tertiaire public, qui a l'énorme avantage d'offrir de très grosses surfaces d'un seul tenant et donc de permettre de mettre en branle les gros acteurs du bâtiment qui sont par construction ceux qui peuvent se lancer en premier sur un marché un peu neuf. Donc l'idée, c'est qu'il n'y a que dans le tertiaire public que vous avez la PHP offre des dizaines de milliers de mètres carrés d'un seul tenant. Ça peut faire des très gros marchés dans le cadre de PPP où les gros peuvent prendre le risque de la performance. Alors qu'avant que l'artisan du coin de la rue prenne le risque de la performance dans la rénovation du logement, il va encore se passer un certain temps. La deuxième chose qu'on pousse, donc je laisserai Brice revenir sur la partie logement, c'est de décarboner les transports. Décarboner les transports se fait de trois manières. Alors je vais faire beaucoup de peine à Louis Nègre. Je pense que l'électricité, c'est la troisième et la dernière, voire la quatrième et la dernière. Les trois choses qu'il faut faire avant, c'est, juste pour vous donner une idée, les déplacements en voiture, c'est un tiers domicile-travail, un tiers mobilité du quotidien hors domicile-travail, un tiers longue distance, en gros. Là-dedans, le plus essentiel à la stabilité sociale du pays, c'est le déplacement domicile-travail. Si les gens ne peuvent pas aller au travail, on a quand même un petit souci. Pour ça, il faut massifier en faisant des réseaux de bus express autour des grandes villes. C'est ce qui, en termes de capital investi, est le plus efficace et de très loin. Et c'est ce qui permet d'utiliser la route, qui est une infrastructure déjà là. Si vous regardez la consommation en capital qui est nécessaire pour passer la voiture sur le RER, nous serons tous morts dans cette salle quand on n'y sera pas encore. Donc il faut passer sur le bus. Il faut descendre très très vite la consommation des voitures en circulation. Et ça veut dire qu'il faut forcer par la réglementation un maximum de consommation des véhicules neufs vendus et simultanément remettre en place la vignette.
Donc en gros, si les gens qui ont de l'argent ont toujours envie de rouler dans une voiture qui consomme beaucoup, grand bien à leur face, mais il faut qu'il y ait une taxe annuelle à la détention qui monte très vite. Et simultanément, il faut offrir aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent des voitures à 2 litres au 100, et ça n'arrivera pas tout seul par les mécanismes du marché. Donc là, on va aussi avoir un tout petit sujet qui est la remontée vers le haut à Bruxelles, qui est que la concurrence libre et non faussée pour gérer des problèmes à 50 ans, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et enfin, sur la partie... et il faut également préserver le transport interurbain qui va souffrir, puisqu'il est aujourd'hui fait essentiellement de voitures et d'avions aujourd'hui. Il faut le basculer sur du train, parce que les échanges, c'est la paix, confère Jean Monnet, et donc il faut garder un flux d'échanges entre grandes métropoles européennes et le basculer sur le train. L'externalité paix, soit dit en passant, paix, pas la guerre, hein, n'est jamais prise en compte dans les bilans socio-économiques des transports. Jamais. C'est très amusant, jamais. Enfin, il faut décarboner l'industrie. Alors décarboner l'industrie, ça veut dire que de toute façon les flux de production vont baisser, parce que je disais tout à l'heure, l'énergie va diminuer. Donc il faut faire plus de recyclables, plus de maintenance. Donc une partie de l'industrie va basculer sur les services. C'est normal. C'est je maintiens en vie des objets plus longtemps, du coup je les fabrique moins. Et enfin, un concept qu'on commence à pousser au shift, c'est celui très étonnant pour une bande d'ingénieurs, de low-tech, c'est-à-dire que si on veut pouvoir modulariser et recycler, plus vous êtes high-tech, c'est-à-dire plus vous faites des trucs sophistiqués et intégrés, et plus vous avez de mal à retrouver dans l'objet les éléments élémentaires qui peuvent être réutilisés pour faire autre chose. Donc le grand paradoxe de cette affaire, c'est qu'une partie de la solution peut être high-tech, mais une partie aussi est justement low-tech. Voilà, donc je vous ai donné encore une fois, moi je n'ai pas discuté les articles pris un par un, par contre je vous donne un paysage un peu large qui est celui de l'esprit général de la loi, et malheureusement aujourd'hui je considère que l'esprit général de la loi ne répond absolument pas aux urgences du pays. On est en train de s'offrir un débat qui est un luxe dont nous n'avons pas les moyens. Je laisse. Alors, Monsieur Maillet, vraiment rapidement, parce que le temps passe, qu'il reste encore à écouter Terra Nova, et qu'après, on a beaucoup de questions déjà qui se sont manifestées. Donc, vraiment, très très rapidement, Monsieur Maillet, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je vous propose de donner quelques remarques pour limiter mon temps de parole. On a évoqué plusieurs fois le terme de précarité énergétique. Je veux juste rappeler que la lutte contre la précarité énergétique est une politique sociale qui mérite toute l'attention de la puissance publique, mais qui n'apporte pas grand-chose sur le débat énergétique en tant que tel, ou en tous les cas ne répond pas exactement à nos enjeux de consommation, de lutte contre le CO2. Pourquoi? Parce que les ménages qui sont en précarité énergétique sont en très forte restriction, et donc les gains qui sont opérés sont des gains de confort. Je pense que beaucoup d'entre vous autour de la table le savent, mais je veux juste rappeler encore une fois qu'il y a souvent confusion entre lutte contre la précarité énergétique, c'est une politique sociale, encore une fois qui mérite toute l'attention, mais ça n'est pas une politique énergétique en tant que telle pour les besoins de CO2. Le deuxième point, c'est sur le carnet numérique. On avait fait, nous, une proposition il y a plus d'un an maintenant, qui avait été reprise. Nous n'étions pas exactement les seuls, mais cette proposition de passeport efficacité énergétique ou rénovation thermique pour accompagner sur la durée les logements avait été reprise par le Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault, et ensuite évoquée dans différentes instances. Aujourd'hui, dans la loi, il y a le terme de carnet numérique d'entretien, suivi d'entretien. Tout ça participe exactement du même concept. C'est une bonne chose. Je veux juste attirer votre attention sur le fait que sur le terrain, les acteurs professionnels de la filière et même les collectivités sont un petit peu perdus sur l'ensemble des termes qui sont utilisés. On parle de carte vitale pour le plan bâtiment durable, de passeport pour ce qui nous concerne et d'autres acteurs de la filière, de carnet numérique ici, de carnet d'entretien par ailleurs pour les copropriétés, dispositifs qui existent déjà. Et donc à un moment,
il faudra, à mon avis, que les acteurs de l'État, les acteurs publics, pour une lisibilité de la politique sur le terrain, rassemble un peu la terminologie et concentre un peu la communication vers un dispositif que tout le monde comprend et qui est un peu généralisé. Donc que ce soit un terme ou un autre, peu importe, il faut qu'on y vienne. Deuxième point, et peut-être je terminerai sur cet aspect-là, au niveau, il y a des objectifs qui sont fixés dans la loi, certains ambitieux, le cadre général est défini. Il n'en reste pas moins vrai qu'une bonne partie du succès de cette loi, en fait, n'est pas dans la loi en tant que telle aujourd'hui, mais dans les décrets d'application et l'ensemble des dispositions qui vont sortir après. Et je veux juste attirer l'attention sur l'un d'entre eux, c'est ce qui concerne les niveaux de performance énergétique pour ce qui est de la réglementation thermique de l'existant, qui n'est pas évoqué dans le texte, mais qui est en fait déterminant pour le gain de performance des logements dans les années qui viennent, puisque vous savez bien que pour ce qui est, l'enjeu n'est pas dans les bâtiments neufs qui sont déjà soumis à la RT 2012, et ça n'est pas non plus sur les très grosses rénovations qui sont très peu nombreuses, mais c'est vraiment, l'enjeu réside dans le diffus et essentiellement la maison individuelle. Pour ce qui est du résidentiel, c'est là que ça se joue. Et encore une fois, ce sont les critères de performance qui seront dans cette RTX. Pardonnez-moi, c'est un peu technique, mais c'est ça qui va déterminer en grande partie la trajectoire pour le résidentiel privé. Merci. Merci beaucoup. Donc je donne la parole aux représentants de Terra Nova qui vont peut-être maintenant aborder la question de la dimension européenne de la transition énergétique. Le tout dans un délai le plus bref possible. Je rappelle qu'on souhaitait que tout le monde s'exprime dans un maximum de 10 minutes. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc nous sommes 3 pour Terra Nova, Corentin Civy à ma droite, Pierre Musso à ma gauche et moi-même, Esther Jourdan. Le pôle énergie de Terra Nova a publié plusieurs notes sur les sujets qui nous occupent. Évidemment, on n'aura pas le temps de toutes les présenter, mais je vous en mentionne les thèmes pour référence. Une note sur les marchés de l'électricité, une note sur la transition énergétique en Allemagne, une note sur la politique gazière européenne, la rénovation énergétique des logements, le marché du carbone, la précarité énergétique et la question des investissements. Aujourd'hui, le point principal sur lequel on vous propose d'insister, c'est la question des investissements. Et je vais introduire le propos, développer le premier point, et je laisserai la parole à Pierre, qui développera le deuxième point et pourra conclure cette discussion. Alors pourquoi l'investissement? Le point de départ, c'est un constat qui rejoint très fortement celui qui a été partagé par Monsieur Jancovici. C'est un constat qui dit qu'aujourd'hui, notre croissance économique est très fortement reliée à la consommation d'énergie. Depuis la révolution industrielle, l'énergie alimente la croissance et alimente une amélioration de nos modes de vie et notre confort. La question centrale qui se pose aujourd'hui, c'est celle du découplage. Vous avez sûrement entendu ce mot. C'est de savoir si on sait, si on peut découpler cette consommation d'énergie et cette croissance économique. Et la difficulté à laquelle on est confronté, c'est que on ne sait pas bien répondre à cette question. Pourquoi? Parce que les modèles qu'on essaye de mobiliser pour évaluer les politiques publiques sont des modèles qui ont deux failles principales. La première, c'est que c'est des modèles qui comprennent, qui analysent très très mal cette dépendance passée entre énergie et croissance économique. Et deuxième faille, c'est que c'est des modèles qui sont basés sur le passé, même si c'est des modèles qui le comprennent mal. Or, aujourd'hui, le challenge qui s'offre à nous, c'est d'inventer un nouveau modèle dans lequel on sait vivre bien dans un monde fini et donc dans lequel extrapoler le passé pour évaluer l'avenir n'est absolument pas pertinent. Donc on est assez démunis et on a un choix qui s'offre à nous. Et ce choix, il est aujourd'hui dans le projet de loi. C'est l'objectif de diviser par 2, réduire de 50% nos consommations d'énergie à horizon 2050, avec une étape intermédiaire qui est de réduire de 20% à horizon 2030 nos consommations. Cet objectif, à notre avis, est absolument central. C'est l'objectif primordial, important de ce projet de loi. Et c'est un objectif, je suis sûre, qui fera débat et qui impliquera, si on souhaite l'atteindre et si on veut l'atteindre, soit parce qu'on n'a pas le choix, comme l'a dit Monsieur Jancovici, soit parce qu'on estime que c'est un objectif désirable pour notre société, qui nécessitera d'agir à tous les niveaux
et notamment au niveau des investissements. C'est le point principal sur lequel on va insister. Alors, pourquoi les investissements ? Aujourd'hui, il y a un relatif consensus qui se dégage à l'échelle européenne, qui est de dire qu'il faut faire de la relance par l'investissement et que dans ces thèmes prioritaires sur l'investissement, le sujet de l'énergie sera central. Il appartient maintenant à la France, suite aux annonces de plans qui ont été faites par la Commission européenne fin novembre, de mettre vraiment la transition énergétique au centre de ces projets d'investissement et de s'en emparer de manière efficiente, c'est-à-dire de rechercher une maximisation de l'impact en termes de création d'emplois et de valeur dans le pays, en termes de réduction des imports d'énergie fossile qui pèsent très fortement notre balance commerciale, et en termes d'efficience de l'euro public investi, avec une notion d'efficacité et une notion, si possible, d'impact positif sur les comptes publics. Cet investissement, il doit passer par deux grands sujets, des investissements dans la production d'énergie, c'est l'offre, et des investissements dans la demande énergétique, c'est l'efficacité énergétique. Et c'est les deux thèmes principaux que nous allons développer. Donc sur le premier, la production d'énergie, bon, il y a des choses dans le projet de loi. Il ne faut pas oublier que énergie, c'est électricité, mais c'est aussi, ça a été dit, de la chaleur. Il n'y a pas que de l'électricité dans le mix énergétique français. Et les investissements dans le secteur de l'énergie sont importants. Vous avez sûrement vu passer un récent rapport de l'AIE qui estime de l'ordre de 2000 milliards d'euros les investissements nécessaires en Europe entre 2014 et 2035 dans le secteur de l'énergie. Donc c'est significatif. C'est à peu près, pour donner un ordre de grandeur, 20% de plus que ce qui s'est fait sur la dernière décennie. Et ces investissements sont importants et sont à piloter par le pouvoir public, la décision collective, et ce ne sont pas des investissements qui seront faits par les marchés. Aujourd'hui, les marchés de l'électricité en particulier ne permettent pas du tout de donner les signaux économiques qui pourraient générer ces investissements. C'est logique, ces marchés ils ont été construits dans une logique d'optimisation, mise en concurrence de court terme, de moyens de production déjà amortis. Ils n'ont pas du tout été conçus pour permettre ces investissements dans le secteur de l'énergie. Donc, il est nécessaire pour le pouvoir public de définir les investissements qui sont souhaitables et ensuite de mettre en place les dispositifs nécessaires pour que ces investissements se réalisent et donc d'adapter les marchés pour qu'ils puissent servir les décisions collectives. Ces décisions d'investissement dans le secteur de l'énergie, ils doivent être faits en prenant en compte que les objectifs de la transition énergétique sont multiples et parfois un peu antagonistes. Il faut assurer l'indépendance énergétique et la sécurité énergétique du pays. Il faut assurer aussi une certaine efficience économique de la production d'énergie. Il faut préserver l'environnement. Et donc tous ces objectifs doivent être pris en compte. Il faut que des objectifs soient fixés pour chacun de ces objectifs et qu'on soit en mesure de décliner notre mix énergétique souhaitable à partir de ces objectifs en quantifiant, c'est ce qui est proposé par la PPE, des objectifs de développement de capacité de production, filière par filière, et en révisant ces objectifs de manière régulière. Donc sur le secteur de l'énergie, électricité plus chaleur, ne pas oublier la chaleur, des investissements importants seront nécessaires et il ne faut absolument pas se laisser occuper par des signaux de court terme qui sont des signaux de marché. Les marchés sont un moyen, ce n'est pas un objectif. Et il faut au contraire se fixer des objectifs de manière raisonnée et quantifiée et ensuite mettre en place les structures nécessaires pour que ces objectifs se réalisent. Je laisse la parole à Pierre pour la deuxième partie sur les investissements dans l'efficacité énergétique. Merci, je vais essayer d'être rapide pour finir nos présentations. Je vais continuer sur les investissements et notamment sur le sujet de l'efficacité énergétique qui est sans doute le secteur où les montants en investissement possibles sont les plus importants en fonction des objectifs que nous nous fixerons sur l'efficacité énergétique. Aujourd'hui, la Commission européenne s'est fixé un objectif de 27% d'efficacité énergétique d'ici 2030, peut-être 30% si elle est révisée, sans doute suite à la COP 21, qui pourra permettre de revoir nos objectifs, notamment en termes climatiques, et derrière nos objectifs énergétiques. Les outils qui sont dans le projet de loi sur la transition énergétique sont intéressants.
très intéressants même avec des outils nouveaux comme les budgets carbone qui vont permettre de décliner des objectifs climatiques par secteur, ce qui n'était pas encore fait de manière suffisamment précise et qui devra aussi indiquer les moyens à mettre en place. Et dans les moyens, il y a les investissements. Les économies d'énergie sont sans doute un secteur où les investissements aujourd'hui peuvent être lancés massivement avec des retombées économiques significatives et aussi d'autres co-bénéfices. Des bénéfices en termes d'emploi, des bénéfices de réduction des dépenses publiques, aussi des gains sanitaires pour un certain nombre d'investissements, gains sanitaires et sociaux lorsqu'on investit dans la précarité énergétique, et aussi des bénéfices en termes de compétitivité de notre secteur industriel. Si on décline par secteur, le projet de loi donne un certain nombre de leviers pour soutenir l'investissement dans les transports, dans le bâtiment, dans l'industrie. Donc par secteur, dans les transports, en fait, il faut bien voir que les besoins d'investissement aujourd'hui sont à la fois des investissements dans les infrastructures de transport en commun sont sans doute une priorité. Il faut bien regarder les bénéfices socio-économiques attendus de ces investissements et aussi ne pas oublier, comme M. Jancovici l'a cité, des investissements qui peuvent être relativement moins lourds, mais avec des retombées importantes, comme par exemple des voies réservées pour les bus en entrée de ville. C'est aussi des investissements dans le renouvellement des matériels. Le projet de loi donne un certain nombre de mesures qui vont d'obligations pour le renouvellement vers des véhicules propres. Il prévoit aussi de favoriser des mesures de réglementation des villes pour favoriser progressivement, inciter progressivement à avoir à l'achat de véhicules moins polluants. Il ne faudra pas oublier la nécessité de soutenir aussi les investissements dans la recherche et développement, puisqu'il reste un certain nombre d'incertitudes et ça a été cité, sur les motorisations qui prendront la plus de part dans les transports demain. N'oublions pas enfin les investissements dans les formes urbaines. Si on veut réussir à faire des économies d'énergie à long terme, il faudra réussir à rapprocher les logements des emplois et avoir des politiques de planification urbaine qui prennent en compte ces enjeux de mixité urbaine pour favoriser progressivement une réduction des déplacements contraints. Il y a donc une cohérence à avoir entre des politiques d'aménagement et les objectifs des politiques énergétiques. Très rapidement, je passe au bâtiment avec deux approches qui sont nécessaires. Je pense qu'il faut bien les différencier. Il y a une approche de soutien aux rénovations ambitieuse des logements qui doit en particulier cibler les logements du parc social public et privé. Et puis, il y a aussi la nécessité de diffuser des nouvelles technologies performantes. Et ça pourra se faire, comme ça a été souligné, en embarquant la performance énergétique dans les travaux qui sont déjà réalisés, des travaux de rénovation qui sont déjà réalisés de manière massive, qui ont d'ailleurs un rythme qui s'est réduit en raison de la crise. Il faut trouver les moyens de stimuler la rénovation. Alors, il y a des obligations pour mettre de la performance énergétique dans les travaux de rénovation classiques qui sont dans ce projet de loi. Il faut réfléchir à aller plus loin et avoir des obligations de rénovation énergétique qui pourrait effectivement restimuler les marchés de la rénovation énergétique. On a parlé du projet présenté par Shift Project et la Fondation Nicolas Hulot pour le faire dans le patrimoine public. C'est certain que dans le cadre du plan Juncker, ça sera un levier potentiellement majeur pour soutenir l'investissement public, notamment l'investissement des collectivités locales qui ont effectivement un patrimoine sur lequel un gisement d'économie d'énergie particulièrement rentable en termes d'économie pour demain qu'il faut pouvoir soutenir et la mobilisation aussi des outils financiers qui seront mis en place dans le plan de la Commission européenne comme via la BEI seront à articuler avec attention. Enfin, l'efficacité énergétique dans l'industrie doit servir des objectifs de politique industrielle en prenant en compte les enjeux de compétitivité. Dans certains cas, les choix pourront être faits pour soutenir des secteurs intensifs en énergie, mais ici, il faut aussi veiller à améliorer la compétitivité de nos industries, même les plus intensives en énergie, via l'efficacité énergétique. Je vais donc très brièvement arriver sur notre conclusion pour souligner l'importance de la planification à travers les outils qui sont proposés par le projet de loi, la stratégie bas carbone, les budgets carbone et la planification pluriannuelle de l'énergie. Il faut voir
c'est cette ambition comme cette planification, il faut la voir comme un levier pour réussir l'investissement. Je pense que on insiste ensemble sur l'investissement dans la transition énergétique, à la fois parce que c'est un levier de sortie de crise et aussi parce que ces ambitions sont un moyen de montrer notre crédibilité par rapport aux enjeux climat et notamment par rapport à la COP21 l'année prochaine, qui sera organisée à Paris. Nous assistons aussi sur ces enjeux d'investissement pour dire que regardez l'ensemble des dispositions qui sont proposées dans ce projet de loi de réglementation, d'incitation, d'amélioration de la réglementation et aussi de nouvelles obligations au regard de la manière dont ça peut stimuler dans les différents secteurs l'investissement et nous aider à jouer un effet de levier pour la relance de l'économie. Je pense qu'il ne faut plus avoir peur aujourd'hui d'accroître ces obligations, de développer de nouvelles incitations comme les possibilités de modulation des droits de mutation, dès qu'on est en capacité de démontrer qu'ils constitueront des leviers à l'investissement. Et enfin, puisque nous sommes au Sénat, je conclus sur l'urgence de relancer l'investissement au niveau local. Vous savez sans doute qu'il y a des grandes inquiétudes sur la baisse de l'investissement au niveau local et que pour soutenir et redresser cet investissement local, la transition énergétique peut constituer un levier, à condition, il me semble, de veiller à la meilleure articulation, une meilleure gouvernance. Donc il y a des mesures dans ce projet de loi. Monsieur Gosselin a cité les mesures, les évolutions des compétences aussi qui sont dans les lois de décentralisation et qui sont dans le projet de loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République. Il faut veiller à une articulation avec peut-être sans doute, même certainement pour nous, de notre point de vue, deux niveaux clés pour la transition énergétique. La planification a été citée au niveau régional et ne pas oublier les intercommunalités qui doivent pouvoir monter en compétences et articuler l'ensemble des politiques liées à la transition énergétique qui ne sont pas que des compétences énergétiques, qui doivent mobiliser des compétences de planification urbaine, des compétences de logement, des compétences aussi dans le développement économique. La région doit les accompagner sur le développement économique, sur la formation professionnelle et favoriser cette montée en compétences et la lutte contre des effets silos qu'on rencontre aujourd'hui dans les collectivités locales pour avoir de véritables stratégies d'investissement au service de la transition énergétique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Musso, c'est bien de rappeler que nous sommes au Sénat, parce que je comptais moi-même le rappeler, et je l'ai fait tout à l'heure. Et c'est vrai qu'au Sénat, on se préoccupe non seulement de la transition énergétique, ce qui est le cœur de la vocation de notre commission, mais on se préoccupe aussi des collectivités locales. Et une des difficultés qu'on a aujourd'hui, quand on envisage des investissements nécessaires à la transition énergétique, c'est comme l'ont soufflé un certain nombre de collègues, avec quoi ? Parce que peut-être la différence entre vous et nous on est, pour la majorité d'entre nous, aux manettes de collectivités locales. On a subi une première baisse de dotation en 2014 qui n'est rien à côté de ce qui nous attend en 2015, 2016 et 2017, où ça va vraiment être, et je ne dis pas ça d'un point de vue politicien, mais vraiment parce que c'est la réalité, ça va être d'une brutalité redoutable. Et même si on sait que ces investissements, je ne parle même pas de l'impact en termes de transition énergétique, mais même si on sait qu'à terme, ils vont pouvoir permettre de générer des économies, si on n'a pas la capacité de les réaliser, je ne vois pas comment on fait. Parce que pour faire l'investissement, c'est la différence avec l'État, on ne peut pas creuser les déficits, on est obligé d'avoir un minimum d'excédent de fonctionnement, et je peux vous assurer, sans jouer les oiseaux de mauvais augure, que plus ça va aller, moins on va avoir de capacité d'investissement, et qu'il y a même des communes, notamment dans les plus petites d'entre elles, qui n'arriveront même pas dans les années qui viennent à équilibrer leur section de fonctionnement. Donc c'est une des difficultés qui se répercute notamment sur cet impact transition énergétique qui nécessite des investissements importants, dont je ne remets pas bien sûr en cause la nécessité et l'utilité, simplement quand on n'a pas d'argent pour les réaliser, c'est un peu compliqué. Et je voudrais dire, avant de passer la parole à Louis Nègre puis à mes différents collègues, que parce qu'on a justement le souci et la vocation de représenter les collectivités locales, on est forcément assez sensible et assez même
j'ai employé le mot irritable, sur tout ce qui peut conduire à des normes nouvelles. Je crois qu'un certain nombre d'entre vous l'ont dit, et je parle sous le contrôle de Rémy Pointreau, qui, en tant que premier vice-président de la délégation aux collectivités locales, est spécifiquement chargé d'essayer de simplifier les normes, et Dieu sait qu'il y en a, et Dieu sait que c'est pas facile. On est très irritable sur tout ce qui concerne les contraintes nouvelles qu'on peut imposer aux communes, les sanctions. Certains d'entre vous ont proposé de remettre quelques sanctions supplémentaires aux collectivités locales. Sur l'augmentation des coûts, j'en ai dit un mot. Et puis, je vais même un peu plus loin, moi, sur tout ce qui est du domaine de la décision imposée aux communes. Je prends l'exemple que l'on connaît bien dans nos territoires, des éoliennes. Bon, vous avez dit, l'un d'entre vous a dit qu'il fallait passer de l'autorisation au simple enregistrement. Moi, personnellement, mais je dis bien personnellement, je trouve ça quand même très difficile, pour pas dire plus, que l'on mette en place des éoliennes quand les élus ne sont pas d'accord. Parce que à quoi ça sert d'être élu d'une commune si des décisions aussi importantes que cela sont faites contre votre volonté? Donc voilà, je crois qu'il faut, on est chacun dans notre rôle, mais il faut essayer de trouver des points d'équilibre. Parce que oui, il faut développer les énergies renouvelables, pour rester sur l'exemple des éoliennes, mais en même temps, c'est quand même les élus qui sont responsables du devenir de leur commune et qui ensuite en sont responsables devant les électeurs. Alors je sais que ce que je dis n'est pas forcément compatible avec ce que vous pensez, mais je voulais quand même le dire. Je donne la parole tout de suite à Louis Nègre et ensuite on donnera la parole à un certain nombre de mes collègues qui ont déjà demandé à s'exprimer. Merci Monsieur le Président. Vous voyez, Mesdames, Messieurs, que vous êtes au Sénat. Et vous êtes avec des collègues qui ont les pieds sur terre, qui tous les jours se coltinent à des difficultés. Pour autant, on a besoin de vous. On a besoin de vous. On ne les aurait pas invités. Voilà, on a besoin de vous parce que vous secouez le cocotier, vous pouvez vous permettre, vous êtes hors sol quelque part, et non, c'est un avantage. C'est un avantage de pouvoir justement avoir un dialogue avec des gens qui sont sur le terrain à longueur de temps, qui se heurtent à certaines difficultés, qui acceptent mal, et ils ont bien raison, que les collectivités et les élus ne soient pas reconnus comme tels. Bon. Et en même temps, des citoyens français qui réfléchissent, qui pensent et qui ont justement la possibilité de faire passer un certain nombre de messages. Alors, à mon niveau, à moi, j'ai retenu qu'il y avait un problème de cohérence, par exemple, entre les réseaux demain décentralisés et puis le niveau national, où on se heurte à deux philosophies, incontestablement. La philosophie traditionnelle que je qualifierais de jacobine, c'est ancien. Et l'aspect girondin de l'économie décentralisée et de la production décentralisée, qui est une réponse effectivement au problème global aujourd'hui de la répartition de l'énergie. Donc je trouve que c'est une question pertinente. Et nous pouvons continuer avec la gouvernance. Qui gouverne, à quel niveau, et là encore, avec quel problème, je dirais, quel aspect de cohérence entre ce que nous pouvons avoir et ce top-down qui descend et qui va s'imposer. On voit les réactions du Sénat et donc des collectivités locales sur tous les schémas prescriptifs qui n'ont pas bénéficié, conformément à ce que vous avez dit les uns et les autres. Nous vous rejoignons là-dessus sur la démocratie locale où on a besoin de concertation, notamment avec nos populations. Nous imposer quelque chose, c'est contraire à l'orientation que nous, élus locaux, souhaitons. Donc ce deuxième aspect-là est un aspect que je retiens, qui montre qu'il y a un certain diagnostic qui est semblable. Ensuite, vous avez évoqué le problème de la simplification et c'est le choc de simplification. Et c'est vrai que Rémy, qui a ce travail de choc de simplification, c'est un travail de titan. Bon, nous nous heurtons à cette diversité, non seulement de plans,
de termes qui font que plus personne s'y retrouve. Donc là encore, je considère que les remarques que vous avez faites sont des remarques pour moi de bon sens, tout simplement. Donc il y a dans ce domaine-là de quoi faire. Et sur la gouvernance, vous l'avez dit, et on essaiera d'améliorer un peu les choses en s'appuyant peut-être sur le Conseil constitutionnel, mais je crois qu'on est dans un domaine sur lequel, visiblement, y compris le débat public que nous avons reçu en audition, considère qu'il y a dans ce domaine-là vraisemblablement des modifications à apporter pour permettre à la fois deux objectifs principaux qui sont d'une part la concertation. Il faut que les gens, aujourd'hui on est au XXIe siècle, on a besoin de nos concitoyens, de leur avis, de leur observation, mais en même temps, il faut aller plus vite dans nos projets, il faut effectivement des autorisations uniques et il ne faut pas gêner continuellement pendant 10 ans pour arriver à sortir un projet. Donc non seulement on a un problème de normes, mais en plus on a un problème de démocratie locale à la fois qu'il faut respecter et en même temps on a un souci de principe de réalité pour sortir ces investissements que vous avez à juste raison cités. Bon, nous en avons un urgent besoin et donc il faut trouver où on va mettre le curseur et vraisemblablement là, il va falloir faire preuve d'un peu d'imagination les uns les autres. Bien. Vous avez parlé de la fiscalité. Oh, quel beau sujet que voilà la fiscalité. Vous l'avez entendu, le président l'a dit, l'état d'esprit des collectivités locales, mais au-delà des Français, c'est un ras-le-bol général. Si nous n'y prenons pas garde, je l'ai dit hier au ministre de l'Intérieur, si nous n'y prenons pas garde, nous allons favoriser les extrêmes. Parce que les Français de base, ils en ont ras-le-bol. Bon. Alors, ce qu'il faut faire, c'est à périmètre constant, pas en rajouter, quoi. Bon. Mais à périmètre constant, faire évoluer la fiscalité, et vous l'avez suggéré, et vous l'avez dit également, faire évoluer progressivement la fiscalité vers une fiscalité carbone. Ça, c'est clair, parce que, vous l'avez encore dit là aussi, et tout le monde l'a bien entendu, que l'essentiel de l'énergie dans ce pays ne venait pas de l'énergie nucléaire. Ça venait du fossile. Voilà. Ça vient des énergies fossiles qu'on importe à plus de 60 milliards d'euros par an et sur lequel peut-être il y aurait un effort plus important à réaliser, surtout si nous voulons faire de la transition énergétique et surtout si nous voulons essayer après la COP 21 après la COP 20 d'avoir une COP 21 dans lequel l'IMA c'est pas très bien terminé. Bon, j'espère que ça ira mieux ici à Paris. En tous les cas, c'est 190 pays qui vont venir à Paris et je préférerais que pour notre pays, on arrive à s'entendre sur ce changement climatique qui entraîne, et là aussi je crois qu'il faut être honnête, non seulement il n'y a plus d'argent dans les caisses, mais en plus on va demander aux Français de changer de comportement, d'évoluer dans ce domaine-là, parce que sinon nous ne pourrons pas atteindre ces objectifs de moins 2 degrés de climat. Et si nous ne les atteignons pas, on aura encore plus de problèmes. Les économistes sont d'accord. Nous risquons d'avoir en dépenses, justement, dues à cette moindre efficacité dans ce domaine, nous risquons d'avoir des dépenses beaucoup plus importantes que prévues. Donc quelqu'un les paiera. Il vaut mieux s'engager là-dessus. Et je terminerai en disant que vous avez une vision sur la planification pluriannuelle qui nous paraît aller dans le bon sens dans ce domaine-là. Alors, moi, j'avais peut-être aussi 2 ou 3 questions complémentaires à vous poser. Finalement, un chapitre important qui tient à la santé, vous me direz la santé, c'est peut-être un détail, mais j'ai été étonné qu'aucun de vous ne mette autant l'accent sur la qualité de l'air, et donc, pas sur la qualité de l'air premier degré, sur la santé de nos concitoyens. Si les Chinois, actuellement, sont en train de bouger, c'est parce que les grands responsables chinois s'aperçoivent que ce sont leurs propres poumons qui ont des problèmes, ceux de leurs épouses, ceux de leurs enfants.
Donc nous avons dans notre pays toute une série de pics de pollution au point que nous sommes aujourd'hui, j'allais dire, recherchés en procédure avec la Commission européenne. Est-ce que ça ne mériterait pas qu'on s'en occupe un tout petit peu? Sur l'obsolescence programmée, qui est un sujet sur lequel les gens reviennent souvent, je ne vous ai pas entendu non plus. Et alors, sur un détail, je vais terminer par un détail, vous allez voir, ce n'est jamais le 6e continent, mais ce fameux sac en plastique à usage unique, qui là aussi attire beaucoup l'attention des uns et des autres. Je n'ai rien entendu là-dessus. Voilà. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Mme Billon. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vous remercie pour vos différentes interventions, évidemment. Ma question s'adresse plus à Monsieur Jancovici lorsqu'il disait être favorable à une obligation de rénovation, lorsqu'il y a de la rénovation intégrée obligatoirement, cette rénovation énergétique. Donc, n'avez-vous pas peur, en réalité, que cette obligation fasse que des travaux ne se feront pas, compte tenu du coût? Donc, je crois que les réponses, en général, ça intervient à la fin, je crois, Monsieur le Président. Toutes les réponses interviennent à la fin. Oui, voilà. Donc voilà, n'avez-vous pas peur que du coup ces travaux ne se fassent pas? Et que faire alors quand le prix du bâtiment sera moins élevé, sa valeur sera moins élevée que le prix des travaux? Quel intérêt pour le propriétaire de s'engager dans des travaux alors que son bâtiment est déjà n'a pas une grande valeur? Bon, après, l'évaluation du prix du bâtiment pourra varier entre l'avis des domaines, l'avis d'une agence immobilière. Donc, quel prix, à partir de quel prix ces travaux seront jugés faisables ou non faisables? Qu'en sera-t-il, puisqu'on le rend obligatoire, qu'en sera-t-il des obligations à la fois techniques et des contraintes techniques, des contraintes juridiques, puisqu'il y a certaines villes qui ont déjà des ZPPAUP, il y a les bâtiments qui sont protégés. Donc, à partir du moment, dès qu'ils toucheront au bâtiment, ils seront obligés de faire de la rénovation énergétique, mais peut-être que les textes, à la fois les PLU, les ZPPAUP et les bâtiments de France, les empêcheront d'aller vers ça. Et dernier point, question des compétences. Alors, on en revient un petit peu, on en parle systématiquement, mais plusieurs intervenants ont évoqué les objectifs et les compétences, région, État. Donc, je crois vraiment que les moyens qui vont être à mettre en œuvre seront différents selon qu'il s'agira soit de l'État, soit des régions. Donc, je partage complètement la remarque de M. Gossemet lorsqu'il disait que la loi NOTRe et la loi de transition énergétique devaient être reliées. Voilà. Merci, M. Miquel. On va prendre que 3-4 questions et puis après on répondra à cette première vague de questions. Merci, Monsieur le Président. Quelques remarques et questions sur la politique des déchets. Je parle là en tant que président du Conseil national des déchets. Les REP sont un très bon système qui est aujourd'hui inégalé dans le monde. Nous devons le préserver. Et le préserver, parce que j'ai quelques inquiétudes sur le sujet, par l'arrivée d'opérateurs étrangers qui voudraient venir récupérer nos produits. Si on veut faire de l'économie circulaire, il faut commencer par trier nos déchets, totalement les valoriser dans notre territoire. Et là, nous avons deux catégories de REP, les REP financières et les REP opérationnelles. Les REP financières sont intéressantes parce que les collectivités ont une certaine prise sur ces opérations. Elles peuvent choisir, alors que les REP opérationnelles massifient beaucoup trop et laissent les collectivités pratiquement sans moyens pour assurer la collecte de ces produits. Il y a un sujet que je veux aborder sur l'énergie. Nous avons une ressource d'énergie considérable dans ce pays, c'est la biomasse, qui est sous-utilisée, que nous mobilisons mal
alors que nous en avons à profusion et que celle-là, elle est renouvelable. Le boisement gagne, et au nom de la protection de l'environnement, il ne faudrait rien toucher. Alors, ouf. Non mais, oui, c'est pas, peut-être, enfin, tu viendras chez moi. Il faut construire la filière économique, il faut la construire. Nous y travaillons dans certains départements, parce que j'ai entendu aussi les remarques qui ont été faites sur la région, la grande région et la communauté de communes, mais il y a bien un niveau intermédiaire. Je suis ancien président du Conseil général, alors j'ai quelques souvenirs du travail que j'ai fait en matière de rénovation de bâtiments, de mise à niveau de bâtiments et des économies qui ont été réalisées parce que nous menions des politiques de proximité qui étaient maîtrisées par les élus locaux et qui n'étaient pas dictées d'aussi loin. Alors les normes, bien sûr, il y a les normes, il y a leur interprétation qui est faite par les services de l'État. Nous avons des services qui ne sont plus des services facilitateurs parfois, mais nous avons des services qui sont là pour faire du pointillisme administratif et qui nous empêchent de réaliser dans des conditions normales. Le diesel. Alors, le diesel, il faut le bannir, mais n'allons quand même pas trop vite. Parce que dans des territoires comme les nôtres, moi je suis en zone rurale, à mon accent vous avez compris que je n'étais pas parisien, dans nos territoires ruraux, nous avons des gens qui habitent à 15 km de leur travail et qui ont de petits salaires et qui pour se déplacer ont de petits véhicules diesel parce que c'est plus économique. Alors faisons bien attention de ne pas pénaliser, de ne pas trop pénaliser ces gens-là. Alors, ensuite, il faut aussi voir le diesel, la pollution du diesel. Nous avons les transports, les camions nombreux. Nous avons les trains. Quand on a des lignes qui ne sont pas électrifiées, il y a des machines diesel. Nous avons tous les matériels de travaux publics. Alors, ces équipements ont évolué. Les derniers véhicules diesel, véhicules automobiles, sont équipés de filtres à NOx et de filtres à particules et consomment beaucoup moins qu'ils ne consommaient il y a quelques années. Alors, cette transition, il faut la faire. Nous allons avoir un véhicule hybride à air comprimé. Moi, je compte beaucoup sur ces évolutions technologiques. Mais on ne peut pas mettre à la poubelle directement qu'on aide le transfert de véhicules vers des véhicules plus propres, oui, mais attention à ne pas faire une guerre insensée au diesel. C'est vrai qu'il faut diminuer la consommation de pétrole et si nous travaillons avec la biomasse, nous y parviendrons. La baisse de la vitesse, à grand débat. Ben écoutez, quand on est dans des territoires comme les miens aussi, j'ai pas envie qu'on baisse la vitesse à 80 à l'heure sur toutes les routes. Il faudrait peut-être avoir l'intelligence de classer les routes en fonction de leur état. Quand on a une route départementale toute droite, qu'on roule à 90 ou à 100, ça ne change pas grand-chose et on pourrait rouler à 100 à l'heure. Par contre, on a des routes où on pourrait baisser la vitesse à 70 parce qu'elles sont très tortueuses, sinueuses, et je crois qu'il faudrait adapter tout ça. En tout cas, sur les autoroutes, restons à 130 à l'heure, je vous en prie, parce qu'à ce moment-là, ça sera une vision de l'interdit. Voilà, mais j'ai à peu près tout dit. Ah si, un mot sur les déchets. Que pensez-vous de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères? Je considère que c'est un système complètement inadapté aujourd'hui pour faire payer un service. Nous devrions faire payer ce service à son juste prix. Et il est bien évident que là aussi, on ne peut pas mettre la tarification incitative partout, parce que quand on a 7 habitants au kilomètre carré, on ne peut pas aller chercher la poubelle au bout de la colline à 3 kilomètres. Donc on a des adaptations à trouver, mais la TOM est un système que je considère inadapté et que nous devons revoir. Merci. Je vais donner la parole à M. Dantec. Oui, merci Monsieur le Président. Quelques points en essayant aussi d'être rapide. D'abord, bon, je note quand même que de l'ensemble des interventions, la question de la planification énergétique française dans un système européen, elle est revenue de manière systématique. Et ce qui se joue aujourd'hui,
c'est bien la capacité de l'État à retrouver une stratégie énergétique et une planification énergétique, ce qu'il a perdu au fil du temps depuis les années 70. C'est peut-être un point qui pourrait faire relatif consensus entre différentes familles politiques, entre gaullistes et écolos. On doit pouvoir se retrouver sur une idée de planification. Je souligne quand même, pour avoir suivi quand même cette question d'extrêmement près, puisque je présidais le groupe de travail gouvernance du débat national, qu'on a failli avoir une planification à 3 ans, qu'il y a eu un pré-projet de loi qui considérait qu'on pouvait planifier l'énergie sur 3 ans, ce qui était évidemment totalement ridicule. On est passé à 10 ans, révisable tous les 5 ans, c'est le rythme politique. C'est probablement encore insuffisant. Je pense que la logique serait plutôt d'une planification à 20 ans, révisable tous les 10 ans. Ça serait probablement la logique, mais je crois que le compromis aujourd'hui est là. Et en tout cas, de ce que j'entends, je pense que personne ne reviendra en arrière sur le fait de redonner à l'État une capacité stratégique. Effectivement, dans les conclusions du débat national et du groupe que je présidais, on avait bien mis l'idée qu'il fallait un comité d'experts à côté du lieu de la décision. Et donc, je note bien que cette proposition est toujours sur la table. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on ait ce regard extérieur et qu'on remette la planification au cœur. Remettre la planification au cœur, ça veut bien dire que c'est l'État, la puissance publique, y compris la représentation parlementaire, puisqu'on dit bien que cette PPE devrait aussi être soumise au Parlement, qui reprend la main et non pas 1 ou 2 opérateurs énergétiques à qui on a délégué un petit peu la planification en France depuis un certain nombre d'années. À partir de là, juste peut-être un petit point pour dire à M. Jancovici, que je connais bien, qu'on a quand même bien 2 enjeux. On a un enjeu sur le fossile, on est tout à fait d'accord. Enfin, tout à fait d'accord. On est globalement d'accord, parce que sur un certain nombre de points, on pourra en débattre à l'infini. Mais qu'il ne faut pas penser qu'on n'a pas d'enjeu sur l'électrique. On a un système électrique français vieillissant, fondé sur un parc nucléaire qui arrive aux 40 ans, dont on n'est pas certain techniquement aujourd'hui qu'il est capable de continuer. C'est pas vrai, on ne le sait pas. Ailleurs, en Europe, il y a des centrales qui s'arrêtent à 40 ans parce qu'elles ne peuvent pas continuer. Que c'est donc des investissements massifs dans les 10 prochaines années, et ne pas considérer qu'on a un enjeu électrique aussi important que le fossile ne tient absolument pas la réalité des enjeux d'investissement français des prochaines années. Donc on a bien 2 enjeux quasiment de même importance économique en termes de volume d'investissement, qui sont le fossile et qui sont l'électrique. Et que sur l'électrique, on a en plus à re-rentrer le système électrique français dans le système européen, avec des difficultés énormes, puisque le système électrique français n'est pas conçu dans le système européen, mais est un système auto-conçu, et qu'aujourd'hui il faut le rentrer dans le système européen, et que ça c'est extrêmement compliqué, y compris rien que la question des mécanismes de capacité à l'échelle européenne qui ferait faire une économie extrêmement importante en termes d'investissement demain pour assurer la sécurité du système électrique. On voit bien la difficulté aujourd'hui de le rentrer à l'échelle européenne. Je suis un peu technique, mais c'est plusieurs centaines de millions d'euros qui sont derrière le fait de savoir si on a un mécanisme de capacité plutôt français ou sur un petit espace autour de la France, ou si on a un vrai système de mécanisme de capacité à l'échelle européenne. Ça, ce sont des questions qui se traduisent en termes d'investissement par des centaines de millions d'euros. Et derrière, ça se retrouve évidemment sur la facture, notamment sur la CSPE. Donc un enjeu fort sur la planification, et j'espère que le Sénat renforcera la capacité de planification énergétique dans ce pays. Derrière, nous avions insisté dans ce groupe de travail énormément sur la question du rôle des collectivités territoriales. Ça a été dit beaucoup. C'est évidemment un enjeu absolument essentiel, avec un couple. Je ne crois pas qu'il faut pas jouer plus région ou plus interco, c'est vraiment un couple. Et qu'il y a un élément de planification régionale avec derrière, y compris des schémas de développement économique. Mais le gros du boulot, je parle un peu comme un ancien vice-président d'une grande métropole, capitale verte de l'Europe, c'est bien à l'échelle de l'interco que va se faire le gros du boulot. Et que c'est bien à ce niveau-là qu'aujourd'hui, il y a la capacité d'action. Ce qui fait qu'on a un enjeu majeur, immédiat, et ça fait écho à ce que vous avez dit, Monsieur le Président, qui est qu'il ne suffit pas de dire il faut que les collectivités y aillent dans le contexte financier. La capacité de sortir l'investissement énergétique des collectivités
de leur taux d'endettement, par exemple, est une question centrale. Ça pourrait faire une belle note de Terra Nova ou d'un autre ici. C'est-à-dire, et Ségolène Royal avait répondu positivement à ma question là-dessus lors de son audition, il faut qu'on trouve un mécanisme pour qu'on ait effectivement une capacité d'investissement en lien avec la BEI, en lien avec l'argent est disponible en fait. L'argent est disponible, mais on ne l'utilise pas. Et que si on réussit à trouver ce modèle-là, on peut avoir des collectivités qui s'investissent et qui derrière génèrent énormément d'activités économiques, donc de recettes fiscales, y compris pour elles-mêmes. Donc on est vraiment dans un cercle vertueux. Mais il faut trouver la formule magique. Elle n'est pas évidente aujourd'hui par rapport au code des collectivités. Si on a un, puisqu'on a des experts autour de la table, qui trouvent la formule, on va être extrêmement preneur. Derrière, la question de l'obligation de travaux. La question de l'obligation de travaux, c'est effectivement le cœur du rôle du politique. Où est-ce qu'il met le curseur entre obligation et simplification? C'est toute la question. C'est toute la question. S'il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de planification. Et ce qui fonde un grand pays développé par rapport à un pays émergent, c'est sa capacité d'obligation. Et c'est là-dessus que se fait fondamentalement la différence. Après, il faut voir où sont les obligations qui rapportent et où sont les obligations qui ne rapportent pas. L'obligation de travaux, l'obligation de rénovation énergétique au moment des travaux est typiquement une bonne réponse, puisqu'on se dit qu'il y a quelque chose qui se fait obligatoirement, c'est ça qu'on encadre. Si on n'a pas ça, on n'a pas les travaux ou de manière secondaire qu'avec des incitations et d'expérience sur les territoires, on n'y arrive pas. Et du coup, on ne crée pas les volumes qui créent les filières économiques qui créent justement la sortie de la dépendance dont on a parlé. Donc revenir sur cette obligation de travaux serait une erreur tout à fait tragique pour l'avenir, de même qu'il est tragique pour l'avenir de continuer à avoir un discours sur le diesel où on est dans un tabou français, où globalement le politique, que ce soit les gouvernements ou les représentations parlementaires, considèrent que l'emploi est plus important que les 20-30 000 morts annoncés par toutes les enquêtes épidémiologiques. Il y a un choix assumé aujourd'hui de la puissance publique là-dessus. On préfère la filière économique au coût en termes de santé, et c'est totalement assumé. Mais sauf que ça ne marche pas, au sens où le diesel étant aujourd'hui fléché comme dangereux, les gens s'en détournent quand même, et à la fin de l'histoire, on n'aura ni la santé, ni le gain économique, puisqu'on n'aura pas anticipé sur les nécessaires évolutions de filière. Et ça, c'est clairement le mal français, c'est-à-dire cette incapacité aujourd'hui de s'engager dans les transitions, de retarder les échéances, et un certain conservatisme français, dont j'espère que le Sénat montrera lors de la discussion de la loi, qu'il n'est pas évidemment le défenseur. Très bien, je donne la parole à Monsieur Vaspart. Merci Monsieur le Président. Moi, je commencerai par ce que nous a dit Terra Nova. Et ça m'a assez plu parce que vous avez dit tout à l'heure que vous sembliez être totalement démunis sur les perspectives ou plus exactement la projection que vous pourriez faire sur le découplage consommation d'énergie et croissance. C'est, je crois, tout le problème. C'est toute la difficulté que nous avons avec les populations. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement où on va. On nous propose un changement de vie, en définitive, ça a été rappelé tout à l'heure par les uns et les autres, mais sans savoir si ça va coûter de l'emploi, si ça va en créer, quelle va être l'évolution de la vie des gens, etc. C'est tout le problème de l'acceptabilité des populations. Et c'est ça, à mon avis, l'un des problèmes principaux. Si on va trop loin, c'est dans la rue que ça se passera. C'est exactement comme ça que ça se passera. Alors attention, je vous le dis, tel que je l'ai ressenti fortement ce matin, attention. Je crois qu'on est tous décidés à faire des efforts, mais à condition que ces efforts soient supportables par l'ensemble de la population de notre pays, qui a déjà, en ce domaine, fait beaucoup d'efforts par rapport à bien d'autres. Je voudrais revenir un instant sur ce qui a été dit également sur les schémas régionaux prescriptifs. Le problème, c'est que dans les projets de loi que nous percevons aujourd'hui, on met tout et n'importe quoi. Et il faut voter la loi telle qu'elle est. Or, on mélange, excusez-moi, mais des carottes et des navets dans les lois maintenant. On parle de tout et après, il faut se prononcer. Or, on pourrait avoir des consensus sur telle et telle chose, et peut-être pas sur d'autres. Donc attention, prescriptif, nous on n'en veut pas sur tout ce qui touche à l'urbanisme. Sur un schéma qui serait un schéma
de maîtrise de l'énergie au plan local ou d'évolution de la transition énergétique au plan régional, pourquoi pas, mais pas lorsqu'on arrive véritablement dans les compétences des intercommunalités. J'ai entendu également tout à l'heure qu'il fallait renforcer la concertation. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et notamment qu'elle n'était pas forcément au bon endroit. Je suis prêt à partager cette analyse, mais à condition de ne pas la doubler ou la tripler. Parce qu'à ce moment-là, vous ne simplifiez pas, vous compliquez les procédures. Et si on complique les procédures, on les allonge. Et si on les allonge, c'est de l'investissement qu'on ne réalise pas ou qu'on diffère dans le temps. Et donc c'est de l'emploi en moins. Tout ça est entièrement lié. Entièrement lié. Et puis je vais finir sur le diesel, et notamment parce qu'il a été dit tout à l'heure, et je partage, il est parti, mais l'opinion d'un de mes collègues qui a été exprimée tout à l'heure. Il faut qu'on fasse attention, nous élus, mais vous êtes peut-être plus avertis que nous élus sur les évolutions technologiques. Mais il y a aussi des évolutions technologiques. L'homme est intelligent, il sait remettre en cause ses faiblesses et les difficultés qu'il a perçues. Et on ne doit pas minimiser l'évolution technologique qu'on est capable d'assumer et que les entreprises privées, les constructeurs automobiles aussi sont capables de faire. D'après mes informations, aujourd'hui, les véhicules diesel qui sortent des chaînes de nos constructeurs automobiles n'ont quasiment plus de particules fines à la sortie de leurs tuyaux. Ça demandera, et ça demande, des expertises indépendantes, très clairement. Et il faudrait que nous ayons des expertises indépendantes sur nos tables. Voilà pour cette table ronde regroupant des think tanks spécialisés sur la transition énergétique. Vous avez pu entendre donc ces échanges avec le Sénat qui se prépare depuis de longues semaines, depuis de longs mois à l'examen de ce texte en séance publique. Néanmoins, il faut savoir qu'il y a très peu de chances pour que le Sénat de droite adopte ce texte dans les termes proches de ceux de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui a adopté le projet de loi sur la transition énergétique en première lecture au mois d'octobre. Rappelons également le contexte dans lequel s'inscrit l'examen de ce projet de loi, celui de l'organisation à la fin de l'année 2015 d'un grand sommet sur le climat regroupant plus de 190 pays qui doivent arriver à un accord contraignant pour réduire l'émission des gaz à effet de serre. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire à 16h30 pour la suite de la discussion générale sur le projet de loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.